bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 septembre 2017. Ouais, le temps passe vite, j'oublie les dates en plus. Et je suis accompagné de mes deux comparses habituels, Christophe et Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va bien ? Oh, ça va bien, oui. Toujours en forme depuis ces nouvelles vacances, enfin cette nouvelle reprise. Oui. Vacances tranquilles et puis on est attaque là. Ok. On va attaquer effectivement parce que je pense qu'en plus il y a plein de nouveautés et on va peut-être commencer par ça aussi. Ouais. Mais il y a Christophe qui est là aussi. Bonjour Christophe. Bonjour Denis, bonjour Richard, ça va ? Ça va, et toi ? Écoute, ça va bien. Écoute, il a fait super beau pendant les vacances. Ouais. Il fait un nom un peu chez Richard, c'est vrai. Mais on a pu profiter du coup de ce beau temps, donc avec les photos. Avec les photos des autres, c'est ça pour nous. Richard, il a le soleil, nous on a la pluie. Comme ça. Voilà, on partage. Voilà, on partage. Ouais. Il y a la piscine aussi, et je proposerais qu'on aille enregistrer là-bas. Je comprends pas qu'on n'a pas encore eu l'idée. Ouais, c'est vrai. Mais de temps en temps, c'est Richard qui monte, tu vois. De temps en temps, il vient jusque Paris, donc. Oh non. Il faudrait que nous on descende aussi pour aller chercher un peu le beau temps. Ouais. Ok. Et suite à ce petit préambule, on va peut-être commencer, sauf si vous avez d'autres choses avant de débuter, d'autres choses à signaler ? Pas du tout. Pas du tout. Alors on va commencer par le premier sujet aujourd'hui. Il faudra que je change la date d'ailleurs sur le slide, qui n'est pas le 5 juillet du tout, mais comme je l'ai dit, on est le 7 septembre aujourd'hui. Et donc on va commencer sur les actualités. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par ce sujet-là. Et donc, Richard, je vais te laisser la parole. Et puis ensuite, on va faire un peu comme la dernière fois. On va chacun présenter un sujet qu'on a préparé, beaucoup plus court pour chacun, et donc ça évite. Et la prochaine fois, il y aura probablement un nouvel invité qui viendra nous parler de Microsoft Flow au niveau du développement. Mais donc, on reviendra un peu sur cet aspect invité. Donc, on va alterner un petit peu les deux. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des sujets plus courts régulièrement qui nous permettent de parler de techno et de parler des nouveautés que Microsoft apporte. Et une parenthèse, ouais. Parce qu'en fait, on entend des discussions en off et puis on dit la même chose. On va enregistrer ce qu'on a dit là, parce que c'est intéressant. On va essayer de toujours enregistrer les voix qu'on met en quand on s'appelle en ouais, les voix, ça peut être pas mal. J'ai mon téléphone qui sonne. Hop, je vais le couper. Voilà. Tu vas avoir un boulot au montage, toi ? Ah ouais, je vais avoir un boulot au montage, ouais. Non, mais je laisse tout. Ça sonne. Oui, voilà. Ouais, pas de problème. Bon, on y va ? Allez, on y va. À toi, Richard. Première actu. Oui, alors première actu, donc il s'est passé pas mal de choses quand même pendant ce mois de juillet, ces mois de juillet et ce mois d'août. Alors la première grosse actualité, c'est la sortie officielle de .NET Core 2.0. Ouais. Qui supporte donc le .NET Standard 2.0. Donc vous avez le lien là sur le slide qui est microsoft.com/net/download/core qui vous permet de l'installer. Et donc si vous voulez vous amuser avec .NET Core qui maintenant a je sais plus combien mais énormément d'API supplémentaires. Vous pouvez utiliser. Je sais plus quelle est la. De mémoire, je me demande, j'avais lu ça il y a un jour ou deux, de 16 000 .NET Core 1.6 jusqu'à 36 000 ou 38 000. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà. Ouais. Je m'attendais pas autant, effectivement. Il faut un boulot de monstre derrière pour remettre tout le framework en version multiplateforme, en version standard. Ils n'ont pas pris beaucoup de vacances, hein ? Non, effectivement. Ouais. C'est bien. Il faut qu'il y en ait qui travaillent de temps en temps. Ouais. Et donc en parallèle, il y a Visual Studio, il y a une nouvelle update de Visual Studio 2017 qui est apparue. Ouais. Donc c'est la version 15.3. Alors il y a eu une première version, je crois que c'était au mois de juillet. Donc la 15.3 tout court, puis ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des petits bugs, il y a eu la 15.3.1, puis ils se sont aperçus qu'il y avait encore des petits bugs, donc il y a eu la 15.3.2, et enfin il y a la 15.3.3 qui est toute nouvelle, là, qui vient de sortir. Il est tellement nouvelle qu'ils n'ont même plus le temps de mettre à jour leur site web pour dire que la version définitive c'est la 15.3.3 pour l'instant. Ah ouais. Donc il y a eu pas mal de problèmes avec. Tous les jours, il y avait une mise à jour. À peu près. Ouais, Donc parmi les nouveautés,
La principale nouveauté, c'est que ça supporte maintenant .NET Core 2.0. Alors attention, quand vous l'installez, ça n'installe pas .NET Core 2.0. Il faut installer et l'update, la 15.3, et installer le SDK de .NET Core 2.0 pour pouvoir profiter pour pouvoir développer en 2.0. Oui. Voilà. D'ailleurs, pour rappel, je pense que, si je me rappelle bien, dans le projet, quand on crée un projet, on voit la version, enfin si on a évidemment une version de .NET Core précédente, on voit la version dans les propriétés du projet, hein, là où on a le choix du framework au préalable, on choisissait framework le 3.5, le 4, etc. C'est là qu'on peut choisir ça, et il y a, je pense, un lien qui permet directement à ce moment-là d'aller faire l'installation. Oui, mais moi je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai installé, il disait que la 15.3 supportait .NET Core 2.0, donc j'ai installé l'update 15.3, et donc j'ai fait un nouveau projet, et puis je voyais pas .NET Core 2.0. Je me disais, c'est que cette histoire, ça marchait pas, mais il faut installer le SDK en parallèle. C'est pas automatique. Et effectivement, et si vous devez installer la 15.3, installez directement la 15.3.3, donc la dernière, parce que les autres, il y a quand même eu un petit micmac là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça pendant les vacances, comme ça la majorité des gens étaient en vacances et on n'a pas fait exploser les PC de tout le monde, quoi. Bien, ensuite, on a toujours notre UWP Toolkit qui continue d'avancer. Donc, il y a la version 2.0 maintenant. Donc, avec parmi les grosses nouveautés, on a 2 petits contrôles supplémentaires qui sont apparus, qui est le in-app notification, donc c'est une sorte de pop-up qui peut apparaître dans l'application, et le text toolbar control, donc qui permet en gros, c'est pour éditer faire des rich textbox, d'avoir les boutons gras, etc. Quelqu'un a eu l'occasion de la tester entre vous deux, non? Ou de voir un petit peu juste l'application, mais c'est super beau en fait. Vous avez vu le sample app, hein, elle est superbe et en fait on est vraiment le Fluent Design qui est intégré. Et c'est vraiment génial, quoi. Ah oui, donc tu as pu regarder un peu l'exemple pour voir à quoi ça ressemblait et ce que ça donne, quoi. J'ai eu l'occasion de le voir, donc. Ils ont refait l'application complètement. C'est ça, hein. Et donc elle est assez sympathique. Et donc dans les objectifs là, du Toolkit 2.0, c'est d'intégrer le Fluent Design donc dans tous les contrôles. Donc ça va se faire petit à petit. Ils sont pas tous mis à jour. Et il y a également les Microsoft Toolkit et Microsoft Toolkit Services qui ont été séparés du reste pour simplifier les installations, etc. Donc je me suis posé la question, pourquoi peut-être ça existe, hein, je suis bête, mais il n'y a pas l'application mobile de l'UWP Community Toolkit Sample? Je peux le dire plus lentement s'il faut. Il n'y a pas l'application mobile de ce sample? Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas regardé, non. Et ça m'a paru bizarre parce que finalement, l'UWP, on en parle, mais il faut que ce soit au moins sur toutes les plateformes Microsoft dans un premier temps. Et puis j'étais surpris, je dis merde, pourquoi ils l'ont pas fait du coup? Pourquoi je la vois pas sur Xbox? Pourquoi je la vois pas sur mobile déjà, bien avant Xbox? Étonnant, pas vous? Enfin bon, si je suis pas content, je m'en vais sur la communauté participer, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, je me suis posé la question quand même. Écoute, je lance mon Windows Phone et je vais regarder si. Ah, t'as encore un Windows Phone? Moi, je suis en Windows 10 mobile depuis longtemps, tiens. Non, j'aime bien tacler. Mais il l'a sorti de son tiroir pour pouvoir le tester. Non, je l'ai passé à mon fils pendant l'été pour qu'il est parti en Islande, d'ailleurs qui m'a ramené des jolis petits trolls. Bonjour le petit troll. Pour prendre des photos. Parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux comme téléphone au niveau des photos. Donc je l'ai passé et il a fait des super photos d'Islande. Avec quoi comme téléphone? Le 950 XL. D'accord, ok, ouais. Ah ben figure-toi que j'hésite parfois entre les photos du 950 et le 1520. Ouais, l'un ou l'autre, c'est un peu limite 15-20 qui gagnerait, mais allez, 1%. Revenons à nos moutons. Oui, alors juste une petite parenthèse encore. Moi, j'ai pas hésité entre l'iPhone 7 Plus, entre le Galaxy 7 8 Plus aussi, et le 950 XL. C'est vraiment le 950 XL qui fait les meilleures photos. Bon, bref. Merci de cette précision qui fait plaisir. Alors après, dans les autres nouveautés, il y a eu une petite vidéo qui est parue sur Channel 9 à propos de C# 8. Oui. Donc,
on a Mats Torgersen qui est maintenant le nouveau responsable de l'évolution du langage chez Microsoft. C# et F#, ouais. Ouais, C# surtout. Il y en a un autre pour F#. Il y en a un autre pour F#? Non, je pensais que c'était lui qui faisait ça aussi. Ah ouais. Et donc, il a fait une présentation de quelles sont leurs intentions dans l'évolution du langage. De C# 8. Ouais. C#. Donc, la première chose, il va y avoir un nouveau type qui est un type qui s'appelle eAsync Enumerable of T. Donc, c'est l'équivalent du eNumerable of T. La seule différence, c'est qu'il y a de nouveau, il y a async qui est devant. Donc, ça permet de pouvoir consommer des enumerables de façon asynchrone. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est quand on travaille avec de l'IoT ou ce genre de choses, on a pas mal de données qui viennent comme ça de façon asynchrone dans votre programme, et donc c'est de pouvoir les consommer. Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer le langage de façon consistante, et donc de pouvoir écrire un for each await, et entre parenthèses, var, t, in, async stream. Donc, de rajouter. Synchrone, quoi, ouais. Voilà, donc une collection d'éléments asynchrones. Donc, la différence, par exemple, avec tout ce qui est ReactiveX ou comment ça s'appelle, je ne me souviens plus comment il s'appelle, du framework, enfin bref, où c'est dans l'autre sens, c'est que là, on est maître de la consommation des données, du flux au fur et à mesure qu'il arrive. Ouais, mais donc, si je comprends bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boucler et sur chaque élément, lancer un thread, quoi, en quelque sorte. Et exécuter ce thread en parallèle et puis attendre à la fin que tous les threads soient terminés pour pouvoir continuer l'application. Oui, mais c'est-à-dire que si tu as, je ne sais pas, si tu as ton IoT qui commence à te balancer 250 000 événements, 250 000 informations à la fois, tu traites les informations les unes derrière les autres. Ouais, donc c'est ça le gros avantage. Donc ça demande une évolution du framework et une évolution du langage. Et ensuite, la grosse nouveauté, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une des questions qu'avait posé Patrick Smakia à Mitsu dans un excellent podcast qu'on avait fait sur C# 7. C'est sur les types nullable, les types par référence nullable. Donc l'idée est de faire évoluer le langage pour résoudre ce problème. Alors le problème c'est quoi? C'est que quand vous manipulez par exemple un string, donc un type par référence, ce type par référence il peut être nul. Donc avant d'utiliser ses propriétés, il faut vérifier si ce type est nul ou s'il n'est pas nul. C'est une source de bug qui est assez importante actuellement. Je pense que c'est la première exception, le premier bug qui arrive, c'est de dire que ta variable essaie d'accéder à une propriété d'un objet nul. Ça pète régulièrement là-dessus, c'est clair. Voilà, donc l'idée, c'est toujours pareil, d'être consistant au niveau du langage. Et donc ce qu'il dit, c'est que l'idée, c'est de faire un type par référence nullable par intention. C'est-à-dire de dire, je vais déclarer une variable en disant, je sais que cette variable, elle peut être nulle. J'ai l'intention de dire que cette variable est nulle. Donc ça se traduit comment? Au lieu de dire string s égale Toto, par exemple, on va dire string point d'interrogation s égale Toto. Donc on indique bien que je sais que cette variable s, elle pourra être nulle. Et ça veut dire quoi? Que si on ne met pas le point d'interrogation, s ne pourra pas être nul? S pourra être nul. S pourra être nul. Oui, mais c'est déjà le cas maintenant, ça. Oui. Attends une seconde, tu vas trop vite. Donc, ce qui veut dire qu'en disant string point d'interrogation s égale Toto, si par la suite on essaye d'accéder à une des propriétés de s, il faudra qu'on s'assure que s est non nul. Ouais. Donc, si je mets par exemple string point d'interrogation s égale nul et puis ensuite var l égale s.length, le compilateur me dira attention, votre string peut être nul et donc vous risquez d'avoir une exception. Ensuite, il y a une petite problématique qui peut exister, c'est que on peut aller vérifier que s est non nul.
donc que notre variable est non nulle, dans une autre méthode, ou dans une autre méthode, et donc le code qui sera exécuté par la suite, on est sûr que S est non nul. Donc à ce moment-là, on veut dire au compilateur, non, c'est pas la peine de me dire qu'il y a un warning parce que ma variable risque d'être nulle, je sais qu'elle n'est pas nulle. Je suis sûr de mon coup. Donc là, j'ai fait un exemple, j'ai mis if, j'appelle une méthode qui s'appelle ensure not null du S. Et donc, si mon S est pas, je suis sûr qu'il n'est pas nul, après, je dis, je vais utiliser la propriété length de ma variable de type string. Donc là, je suis sûr qu'il n'est pas nul. Donc, si je mets s.length, il va me mettre une erreur, un warning en me disant, attention, la longueur peut être nulle. La variable peut être nulle. Donc là, je suis sûr qu'elle n'est pas nulle. Donc, je vais utiliser un point d'exclamation. Donc, je vais mettre s.d'exclamation.length. Et ça veut dire ça? Ouais, vas-y. Ça veut dire que je dis au compilateur ma variable s, en ajoutant le point d'exclamation derrière, je suis sûr qu'elle n'est pas nulle. Donc, elle n'est pas nulle. Donc, fais pas chier. Voilà, c'est ça. Si je mets s.length, comme j'ai dit, j'ai déclaré ma variable comme étant possiblement nullable. Le s.length, si je ne vérifie pas, il va me mettre un warning. Donc là, comme je suis dans une partie du code où je suis sûr que mon S n'est pas nul, je mets un S.d'exclamation pour dire au compilateur, écoute, qui c'est le papa? C'est moi, et je sais que S ne sera pas nul. Alors, si tu n'avais pas déclaré string point d'interrogation, tu aurais quand même utilisé le point d'exclamation? Alors, la problématique avec string S égale nul, c'est que du coup, on a le code existant qui risque de générer des warnings. Pourquoi? Parce que en disant string S égale nul, ça veut dire qu'on dit par définition c'est nul. Le S, il ne peut pas être nul. Non, au contraire. Oh. Puisque j'ai pas le point d'exclamation, j'ai pas le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est pour dire ma variable, elle peut être nulle. Si je retire le point d'interrogation, je dis ma variable, elle ne peut pas être nulle. Et c'est pour ça que tu mets que c'est un breaking change, parce qu'actuellement, on peut avoir ça. Voilà, actuellement, on peut avoir ça. Ok. Donc, ce qui fait que si vous utilisez le nouveau compilateur C#, et que vous regardez ce qu'il va vous sortir, il va vous sortir 250 000 erreurs parce que vous utilisez une variable string qui sera nullable. Bah, on parle de string, mais il n'y a pas que cette variable-là. N'importe quel objet, je suppose. Voilà, c'est les types par référence. C'est ça. Donc, je prends un objet, comme on le déclare actuellement, je fais mon objet O égale quelque chose. Si je ne mets pas le point d'interrogation, en gros, je vais avoir plein d'erreurs actuellement parce que si je recompile, je devrais remettre des points d'interrogation à côté de ma définition d'objet. Voilà, sauf si tu as vérifié dans ton code que... Sauf si j'ai vérifié, ouais. Voilà. Bon, l'exemple, c'est quand on a une méthode qui est publique, qui attend des arguments. Normalement, la première chose qu'on fait, c'est vérifier la validité des arguments et donc vérifier, par exemple, surtout s'ils sont nuls. Ouais. Donc voilà, donc ça peut être bien, mais je dirais que s'il faut commencer à changer tout son code pour pouvoir l'utiliser, ça va être chiant. Voilà, alors l'idée qu'ils ont, c'est que ce warning soit optionnel. Donc c'est soit une option dans le compilateur. Ouais. Voilà. Ça aurait été peut-être même mieux d'avoir l'inverse, non? D'avoir un paramètre, à la limite le point d'exclamation, pour dire attention, cette variable ne peut pas être nulle. Par défaut, c'est le comportement actuel, c'est-à-dire on autorise les nuls ou pas. Bon, peut-être qu'après, en termes d'écriture, c'est peut-être moins logique, mais... Ouais. Écoute, pour l'instant, si t'es pas d'accord, c'est une suggestion. Hein, donc c'est pour ça que je pense qu'ils le mettent assez tôt, parce qu'il y a pas mal d'impact, notamment au niveau aussi au niveau du compilateur et puis aussi au niveau du framework. Donc c'est une proposition. Donc voilà. Donc vous avez le lien vers la vidéo pour vous faire une idée plus précise. Ok. On s'est déjà testé ça? Ici, pas du tout. Le compilateur C# 8 n'est pas encore dispo. Quoi. Pas du tout. Après, dans les autres évolutions, alors c'est une fonctionnalité qui existe en Java, qui est la possibilité de déclarer une implémentation par défaut par exemple d'une méthode dans une interface.
Actuellement, une interface, vous pouvez déclarer que les signatures. différentes méthodes, la signature de l'interface. Ouais. Là, c'est la possibilité de rajouter du code dans une interface. Et du coup, toutes les classes qui implémenteront cette interface auront cette implémentation par défaut. Donc l'idée, c'est quoi? Okay. C'est vous avez déjà du code existant avec une interface qui existe. Vous voulez rajouter des classes qui implémentent cette interface. Vous voulez rajouter une nouvelle méthode à cette interface. Vous pouvez la créer dans la définition. Et du coup, même les classes qui implémenteront cette interface, qui sont dans une autre assembly, auront quand même cette méthode. C'est ça, c'est un peu une notion d'héritage dans lequel on pourra récupérer des méthodes déjà définies au niveau de l'interface, si je comprends. Voilà, ouais. Donc c'est sujet de discussion. Hein. Il y en a qui vont hurler en voyant ça. Ouais. Oui, parce qu'il y avait l'aspect héritage multiple qui n'existe pas en C#. Et donc héritage multiple, si je rappelle rapidement, c'est d'un objet de pouvoir hériter, comme on le fait maintenant, non pas d'une seule classe, mais de plusieurs classes. Et l'héritage multiple n'existe pas principalement parce que si dans les deux classes qu'on hérite, on a deux fois la même méthode, en gros, la classe enfant, laquelle elle va utiliser, la première ou la deuxième. Et je me dis que le problème va revenir ici aussi, puisqu'on peut faire des interfaces, on peut implémenter plusieurs interfaces. Et donc peut-être à ce moment-là qu'il y aura un problème à la compilation. On pourra, je suppose, définir la méthode que dans une seule des interfaces et pas dans plusieurs. Ouais, c'est à voir, c'est une proposition. Et voilà. Actuellement, leur principal argument, j'ai l'impression, c'est que ça existe en Java. Bon, je ne sais pas. Après. Non, je n'ai pas été voir non plus, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir comment Java fonctionne à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans l'idée, moi perso, je trouve ça pas mal. Surtout d'avoir une notion effectivement d'héritage multiple. Bon, après, il y a les problèmes derrière, mais c'est des problèmes un peu particuliers quand on se retrouve avec le cas où on a deux fois. C'est une exception. Mais le cas général de pouvoir faire des héritages d'une classe, d'une deuxième, d'une troisième et de récupérer ainsi les fonctionnalités de l'ensemble des classes par an, ça, je trouve ça pas mal, quoi. Et je trouve ça dommage que ça n'existe pas au niveau du .NET. Maintenant, encore une fois, je comprends les raisons. C'est vrai que ça permettrait de pallier ça. Il faudrait voir un petit peu comment ils ont résolu ce genre de problème, notamment au niveau du Java, peut-être avec des attributs ou peut-être avec des limitations, je sais pas. Ouais, alors moi, la problématique, et j'en reviens justement au point suivant, c'est que ce qui me fait peur avec ce genre de solution, c'est que il y ait des architectes de bistrot qui arrivent et qui utilisent cette possibilité pour imaginer des frameworks sauce personnels qui deviennent des véritables usines à gaz. Ouais. Alors si je dis ça, c'est parce que le slide suivant, c'est sur les extensions. Et donc, j'ai vu souvent des gens utiliser les extensions un petit peu n'importe comment. Mais l'une des problématiques qui existait avec les extensions, c'est que les extensions ne pouvaient être utilisées que pour créer des nouvelles méthodes. Oui. Là, l'idée, ça va être de créer une nouvelle possibilité qui est, j'allais dire, exactement comme on utilise le mot-clé partial pour une classe. Là, on va utiliser le mot-clé extension. Donc, on va mettre un public extension ma classe. Ouais. Et donc, on va pouvoir lui rajouter tout ce qu'on veut. Donc, aussi bien des nouvelles méthodes, mais aussi des nouvelles propriétés, des opérateurs, un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, ça va permettre d'étendre les possibilités d'extension. Ouais, ça peut être cool dans le résultat. Effectivement, il faut voir après la manière dont on peut résoudre un petit peu tous les problèmes qui se trouvent derrière au niveau de l'utilisation de ces extensions. Ouais. Parce qu'il y en a, ça n'a pas été créé au départ, c'est parce qu'il y en a. Quoi. Voilà. Ouais. L'exemple typique, c'est la méthode count pour les enumerables, donc qui est une méthode, alors que ça pourrait très bien être une propriété. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai, c'est ça. En termes d'utilisation, c'est vrai qu'on se retrouve avec parfois un peu des anomalies, le fait de rajouter des méthodes. Et on se pose toujours la question, surtout qu'une propriété, une fois que c'est compilé, ça devient une méthode, une get quelque chose ou une set quelque chose. Donc, dans le principe, pourquoi pas? Les opérateurs, c'est peut-être encore un peu plus particulier, mais c'est vrai que s'il y a moyen de faire ça de manière safe, ça peut être très cool. Il y a moyen de s'amuser en tout cas avec le C#. Mais donc, ça veut dire, si je comprends bien ce que tu disais, c'est que ce C#, c'est pas juste une extension au niveau du langage et du compilateur, il y aura un framework derrière qui devra supporter ça aussi.
Ah oui, par exemple, le e-async enumerable, c'est une classe du framework. Ouais, Donc, c'est clair. Ouais. Donc c'est vraiment l'évolution globale. Ok. Voilà, avant que Christophe s'endorme. Ouais, c'est passionnant. Non, c'est passionnant, j'adore. Non, moi, c'est vrai que c'est des parties de tout ce qui est langage, c'est des trucs que je trouve assez intéressants. Bon, après, il faut maîtriser, il y a parfois toute une série de petites subtilités, mais c'est là qui donne l'intérêt, quoi. Et c'est vrai que j'y discutais encore avec un ami, il y a développeur, mais qui a largué un petit peu le développement depuis quelques années maintenant, qui s'y remet et il dit, par rapport à ce qu'il a vu, pour lui, il n'y a pas mieux que le .NET et que le C#, quoi. Et je comprends un peu les gens quand ils se mettent là-dedans. C'est vrai que par rapport à d'autres langages, on a vraiment une unité, une intégration, et la manière que Microsoft réfléchisse à ça, moi je trouve ça bien, je trouve ça pas mal. Ce qui est difficile, c'est que quand tu as tes codes sources et puis que tu prends déjà de mémoriser tout ce qu'on peut faire, ouais. Et tu reviens dans ton code source à toi et puis tu te poses la question, putain, j'ai fait comme ça, maintenant je peux faire comme ça. Et moi, je me pose sur la question, dois-je y toucher? En gros, je suis souvent dans la méthode de touche pas petit con. Ouais. Quand tout va bien, tu touches à rien. Du refactoring, quoi. Ouais, j'aime bien aussi quand même regarder du code puis dire putain, puis tu supprimes des lignes, puis ça fait plaisir quand tu peux faire sans contrainte. Mais là, faut déjà retenir en fait toutes ces nouveautés, même par rapport au C# existant. Mais là, déjà, le 8, et tu n'as pas encore implémenté de ce qui existait dans le 6. Bon. Non, mais c'est vrai, en fait. Ça évolue super vite. Il faut suivre, il ne faut pas prendre de vacances. Si on prend des vacances quelques mois, c'est foutu. Une pause carrière pour dire je vais faire autre chose, tu reviens, tu es largué. C'est terrible, en fait. Rien qu'au niveau du langage. Ouais. Non, mais ça, c'est dans tout, quoi. Ouais, non, ce qui est bien, c'est que l'idée, là, c'est de proposer le plus en amont possible les évolutions du langage pour avoir les réactions de la part des développeurs en disant si la réaction, c'est qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'ils abandonnent la feature. C'est sympathique de leur part. Quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Bien. Ok. C'est tout pour les actus. Eh ben voilà, mais non, c'est très bien. Et c'est une bonne chose de faire ça aussi avant de commencer. Ça donne une bonne remise en pratique. Ouais, j'aime bien. De ce qui existe. J'aime bien quand c'est avant. On va peut-être continuer avec toi, Richard, concernant, puisqu'on avait dit on parle un peu de différents sujets. Et donc, le sujet que tu as choisi, toi, c'est, encore une fois, c'est une discussion qu'on avait eue avec Christophe et avec toi il y a quelques semaines maintenant. Mais pourquoi VS Code et pourquoi pas Visual Studio? Voilà, la question est venue de là. Oui, Microsoft a sorti Visual Studio Code. Il existe toujours évidemment Visual Studio entre guillemets classique. Et donc la question c'était, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme avantage? Alors on parlait, ça démarre plus vite, tu vas certainement en parler, mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc on va te laisser la parole pour nous expliquer ça. Et après, on reposera nos questions pour dire... quel est l'intérêt? Est-ce que c'est intéressant, moi qui utilise Visual Studio depuis des années, d'utiliser en plus ou à la place d'utiliser Visual Studio Code? Moi qui utilise .NET Notepad++, est-ce que vraiment? Voilà, aussi. Bien, donc je peux parler, c'est bon? Ouais, vas-y. Non, pas là, non. Donc Visual Studio Code. Alors, donc ça a été annoncé à la BIG en avril 2015. Donc c'est quand même un produit qui est relativement récent. Il a été véritablement disponible en avril 2016. Donc ça fait un peu plus d'un an, ça fait 1 an et demi en gros qu'il est disponible. J'allais dire pourquoi utiliser? Le premier argument, vous allez me dire, on n'est pas des moutons, mais c'est qu'il y a eu une adoption quand même assez importante de Visual Studio Code à travers le monde par les développeurs. Donc on peut se dire, s'il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui ont adopté ce produit, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais je t'interromps déjà, quand tu parles d'adoption, c'est dans tous les domaines? Ou bien tu vas peut-être en parler par après, mais non, je veux dire... non. Parce que du développement C#, développement, si je dois créer mon application en WPF ou bien UWP ou autre, Visual Studio est plus simple, non? Oui. Il y a une chose qui est claire, c'est que Visual Studio Code est très orienté développement web. Ah oui, c'est ça. Avant même si ça supporte d'autres langages, ça supporte du C#, etc. C'est vraiment très orienté web. Il n'y a pas uniquement développement web Microsoft. Voilà. Développement web, PHP, HTML si je veux, etc. Ouais. Une grande adoption, ça parle pas du nombre de téléchargements. Ça veut rien dire pour moi.
Oui, non, ça parle du nombre de personnes qui l'utilisent. Puis il y a qu'à voir. Bon, on va voir avec notamment l'histoire des extensions. Il y a pas mal d'extensions qui sont développées, etc. Donc il y a une communauté qui est vraiment très active. Donc la première chose, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc il y a une licence MIT. Alors il y a une licence MIT pour le code, pas pour l'exécutable. Parce que, alors de mémoire, à l'intérieur de l'application Visual Studio Code, il y a de la télémétrie. Donc pour voir ce qu'on fait, etc. Et donc ce qui fait que c'est plus une licence MIT, donc c'est gratuit. Enfin, on rentre là dans les petits détails. Ouais, dans les subtilités, ouais, c'est ça. Ouais, des licences. Première chose qui est importante, c'est qu'il est multiplateforme. Donc, on peut l'utiliser aussi bien sur Mac, sous Linux que sur Windows. Il est multilangage, donc il supporte du JavaScript, du TypeScript, du C#, du Ruby, du PHP, etc. Il est léger, rapide et extensible. Donc, léger, il fait moins de 40 mégaoctets à peu près. Ouais. Rapide, ça met 1 seconde pour se mettre en route, pour développer rapidement. Extensible, vous pouvez très rapidement utiliser des extensions qui sont développées par des développeurs tiers ou créer vous-même vos propres extensions. Et ça, très facilement. Quand on regarde le modèle d'extension de Visual Studio par rapport au modèle d'extension de Visual Studio Code, c'est le jour et la nuit. C'est plus simple pour accéder. Quand on dit extension, c'est venir créer des composants qui vont modifier ou aider à modifier le code, c'est ça? Voilà, c'est ça. Des choses comme ça. Par exemple, là, moi, je me suis amusé ce matin à vouloir faire une petite extension qui fait des stats, qui me compte le nombre de lignes suivant le type de fichier. Par exemple, en TypeScript, en HTML, en CSS, voir l'évolution, etc. Ça m'a pris 10 minutes, quoi. Donc, c'est vraiment très, très, très facile, quoi. Et encore, on développe ça? En TypeScript ou en JavaScript. Ah oui, ok. Les extensions. N'importe quelle extension, ça sera forcément dans ces deux langages-là maximum. Oui, alors, justement, si tu regardes le slide suivant. Mais justement, qu'est-ce qu'on est bon. Ça, c'est pas préparé en plus. Visual Studio Code est basé sur trois piliers. Le premier pilier qui est Electron, donc qui est en JavaScript, qui permet de créer des frameworks de développement facilement. Donc, c'est un projet open source. Il est basé également sur Monaco. Monaco, c'est ce qui est utilisé par Visual Studio Online pour tout ce qui est édition de code. Ouais, c'est ça, ça fait l'IntelliSense, ça fait la colorisation. Voilà. Et sur Node.js. Donc c'est là où on voit que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment typé web. Ouais, c'est ça. Le développement web. Il y a mon chien qui est en train de... Il veut peut-être participer au podcast. Oui, pour voir s'il va comprendre. Ouais. Je pense pas. On en est actuellement à la version, donc au slide suivant, on en est à la version 1.16. Alors la version 1.16 n'est pas encore disponible. Elle a été, si on va sur GitHub, elle a été réalisée il y a 3 jours, je crois. Donc elle devrait être distribuée incessamment sous peu. Ils ont pris comme principe de faire une évolution par mois. Donc une nouvelle version par mois. Putain, je suis à 1.12 et ils ne me proposent pas de mettre à jour. Si, normalement. Alors, il faut voir dans les options. Il y a t'as peut-être décoché l'option mise à jour. Non, touche pas, moi, tu sais. Bon. Non, ils ont hardcodé que si l'utilisateur était Christophe Peugnier, plop, voilà, pas de mise à jour. C'est ça, c'est clair. Ouais. Donc, c'est la version 1.16. Alors, par exemple, la version 1.15 avait paru au mois de... Donc, c'était celle de fin juillet. Il y a eu 2 petites releases entre-temps. Il y a eu 1.15.1, etc. Donc, il suit le produit vraiment au plus près, quoi. On sent que c'est du développement, alors, je ne sais pas si c'est du développement agile, avec des itérations de 3 semaines, ou ce genre de choses, mais on a vraiment un suivi du produit qui se fait petit à petit. Et vous avez le code source qui est sur GitHub, que vous pouvez voir. Donc, à l'intérieur de Visual Studio Code, vous avez
de l'IntelliSense, donc l'IntelliSense native, par exemple pour JavaScript ou pour TypeScript. Vous avez possibilité de debug, un outil de débugage. Personnellement, je ne l'utilise pas pour mes projets, mais il y a la possibilité de le faire. Ça ressemble très fort à ce qu'on retrouve dans Visual Studio, donc breakpoint, variable, etc. Voilà, absolument. Ouais. Okay. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est extensible et il y a une intégration native de Git à l'intérieur du produit. Pas de TFS, TFVC. Alors, il y a du TFVC, donc il faut une extension. Ah oui, ok, mais pas native. Elle n'est pas native. Alors, justement, sur l'extension TFVC, faites attention. Il ne fonctionne que si vous avez installé Visual Studio en anglais. Et je dis bien Visual Studio tout court. Ah oui. Ouais, moi, j'ai commis l'erreur, je m'en mords les doigts tous les jours, d'installer Visual Studio en français. Toi aussi On est donc deux alors. Je pleure tous les soirs. C'est pas facile, t'inquiète. Et donc, l'extension TFVC pour Visual Studio Code ne fonctionne pas parce que mon Visual Studio est en français. Putain, c'est étonnant. Il y a beaucoup de conneries comme ça. Quand tu l'as en français, je comprends pas. Franchement, les deux, je ne pige pas, moi. Les extensions, tiens, l'IntelliSense, parenthèse que je voulais couper, il y a aussi des extensions IntelliSense pour d'autres langages. Et très, très apprécié. Ça. Oui, c'est bon. Je lui ai un coup. Bien, on va peut-être faire une petite démo pour montrer à quoi ressemble l'interface. Ouais. Je vais te rendre la main alors. Bien, donc quand on lance Visual Studio Code, donc là vous voyez ici j'ai Visual Studio 2017, Visual Studio 2015 et... Moi juste des icônes dans la barre des tâches. Visual Studio Code. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les slides, j'ai mis à chaque fois les différentes versions de Visual Studio Code qui vont faire évoluer les icônes. Bon, bref. Donc en lançant Visual Studio Code, donc là, hop, je viens de cliquer et ça y est, je peux commencer à travailler. Tout de suite, et donc là il m'a ouvert le dernier projet que j'ai chargé. Donc vous voyez au niveau rapidité. Je veux pas être médisant, mais la toute dernière version, bon d'accord, il y a des bugs de la version 2017.3, mais elle se charge plus vite que les autres. Ça va pas à cette vitesse-là, mais ça charge quand même plus vite. Oui. Donc ton argument ne tient pas. Un autre. Bon, au niveau de l'interface, on a quelque chose qui est épuré au maximum. Donc, vous avez une barre de tâches sur la gauche sur laquelle vous pouvez voir l'explorateur de fichiers, faire une recherche, voir le source control, donc Git par défaut, voir les différentes extensions et accéder au débugage de l'application. Donc, on a juste, entre guillemets, 5 outils dans notre palette de commandes, 5 icônes. Donc, on est vraiment au plus simple. Ensuite, suivant l'icône que vous avez sélectionnée, vous avez le contexte qui s'affiche en fonction. Donc, si vous cliquez sur Explorer, vous avez accès à l'ensemble des fichiers du dossier que vous avez sélectionné. Donc, à noter par rapport à Visual Studio traditionnel, c'est qu'on travaille uniquement avec les fichiers qui sont présents sur le disque. Il n'y a pas la notion de CSproj ou de SLR. Ah oui, c'est ça. Ouais. On voit tous les fichiers d'un dossier, quoi. On voit tous les dossiers d'un fichier. Il y a les possibilités de configurer pour dire ce dossier-là, je ne veux pas le voir dans mon explorateur, mais par défaut, on voit tous les fichiers qui sont présents sur le disque dur. Okay. Donc, au niveau de l'interface, vous avez l'explorateur de fichiers avec tout un tas de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités qui sont très simples, du genre on voit l'ensemble des fichiers qui sont ouverts. Donc, on a cette partie Open Editor donc, qui permet de naviguer facilement entre les différents fichiers qui sont ouverts. Dans Visual Studio, quand vous avez 250 000 fichiers qui sont ouverts, je vois des développeurs qui font ça, pour arriver à naviguer après d'un fichier à un autre, c'est pas simple. Ouais, là, il suffit de voir dans l'explorateur et vous pouvez switcher de l'un à l'autre très, très rapidement.
avec des informations comme quoi celui-là a été modifié, celui-là a été supprimé, etc. Donc, c'est relativement simple. Ensuite, au niveau des commandes. Bon, au niveau des commandes, tout se résume à la touche F1. C'est-à-dire que vous accédez à tout via la touche F1. Donc, si j'appuie sur F1, j'ai juste une petite ligne de commande qui apparaît et il suffit que je commence à taper et j'ai les différentes commandes qui apparaissent. Donc, par exemple, si je tape NPM, j'ai l'ensemble des commandes de NPM qui apparaissent. Et là, tu dis la touche F1, c'est habituellement la touche delete, quoi, ça? Oui, comme on est dans un environnement multiplateforme, Ouais. donc là, F1, c'est pour accéder aux commandes. C'est ça, ok. Et donc tout se passe, comme on le voit ici, tu appuies sur F1 et tu tapes le nom de la commande, quoi. Voilà, c'est ça. NPM ou... Ok. Voilà. Ok. Donc c'est relativement simple. Okay. Ensuite, exemple, je veux faire quelque chose au niveau des thèmes. Pardon, F1. Je veux faire quelque chose au niveau des thèmes, je veux changer de thème. Donc, je tape thème et vous voyez que il me propose de choisir la commande color thème ou file icon thème. Donc, si je prends thème, si je choisis thème, je peux choisir les différentes options de thème de mon développement, de mon environnement de développement. Donc, soit rester en dark, donc en noir et blanc, soit revenir en light, assez facile. Donc c'est un exemple de commande. Donc F1, c'est une fonction connue mais qui marche bien. C'est une fonction qui fait tout. De recherche qui marche bien. C'est vraiment ce qui fait tout, quoi. C'est la touche. On est un mélange de F1 et d'F3. Alors après, tu as le contrôle F pour la search. F3, il marche. Non, F3. Tu as le contrôle F et tu as le contrôle Shift F pour la recherche. Donc si tu veux continuer la recherche, tu fais contrôle F et tu fais à chaque fois contrôle F pour aller chercher les suivants. Alors, ouais. Okay. Oui, alors, toujours pareil, l'idée qu'ils ont eue avec les études de code, c'est que tout est personnalisable pour s'adapter à votre environnement de développement. Souvent, il y a beaucoup de développeurs qui vont venir d'autres éditeurs comme Vim, comme Atom, ce genre de choses, ou Notepad++, ouais. Et donc, chaque environnement de développement a ses propres raccourcis. Donc, tout ce qui est K-mapping, donc différents types de raccourcis que vous allez utiliser, vous pouvez les redéfinir pour les adapter à vos habitudes. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser Atom, donc vous avez un certain nombre de raccourcis sous Atom, vous pouvez les utiliser dans Visual Studio Code et comme ça, vous êtes toujours en pays connu, quoi. Et tu sais s'il existe des sites qui regroupent ça? Enfin, s'il y en a qui ont déjà fait toutes ces adaptations de raccourcis, on peut aller chercher le modèle directement. Eh ben, c'est dans les extensions. Donc, alors, les extensions sont dans le store de Microsoft, enfin proposé par Microsoft, ou alors je peux aller sur n'importe quel site et télécharger un petit truc et le mettre librement. Oui, c'est sur le marketplace. Donc, de Microsoft. C'est sur le marketplace de Microsoft. Maintenant, pour rajouter une extension, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller dans le user setting /.vs code. Et là, vous avez un dossier extension, et là, vous avez l'ensemble des extensions qui apparaissent. Donc, c'est totalement libre, alors. Ah oui, c'est complètement open. Là, si on regarde là, sur mon navigateur, là. Donc, si tu veux en créer une, en récupérer une que Christophe a fait, tu vas la copier là-bas. Les dernières que j'ai faites, elles sont pas mal. Donc là, tu vois, j'ai mes 3, 4, 5, 6 extensions. Donc, je suis dans utilisateur, Richard Clark, .vs Code extension. Et j'ai mes 6 extensions qui apparaissent. Et si on regarde ce que c'est, c'est en réalité, c'est un fichier .js. OK. Que je peux ouvrir avec Notepad+. Pour modifier Visual Studio Code. Non, pour s'inspirer, pour créer ses propres extensions. Bien. Ensuite, donc, une chose aussi qui est importante, c'est que, par exemple, au niveau des paramètres,
les paramètres sont soit globaux, soit liés à votre environnement du dossier. Donc là, par exemple, je suis sur un projet qui s'appelle GS 2017. J'ai un dossier qui s'appelle .vscode et à l'intérieur, j'ai un fichier qui est settings.json. Donc, c'est à l'intérieur de ce settings.json, j'ai l'ensemble des paramètres qui seront appliqués uniquement à ce projet-là, uniquement à ce dossier-là. Oui. Donc là, par exemple, j'ai editor.render whitespace, c'est-à-dire que je demande de m'afficher les espaces avec un petit point à la place. Là, je veux que ce soit que pour ce projet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté cette fonctionnalité à l'intérieur de ce fichier settings.js. Donc, on a quelque chose qui est... Oui. Ouais, non, pour configurer tout ça, tu dois connaître les commandes ou on va dire aller les rechercher ou t'as pas de fenêtre réellement graphique comme on le retrouve. C'est ça, Non. tout se fait en écrivant et. Voilà. Alors, je veux dire, le mot designer n'existe pas dans Visual Studio Code. C'est clair. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est tout se fait. Ouais, c'est vraiment du code, quoi. À mon avis, c'est le nom vraiment, vient de là. C'est vraiment voilà, pour du code. Okay. C'est vraiment que du code. En revanche, on a l'IntelliSense. Donc là, tu vois, je suis dans settings.json, j'ai tapé editor. Et là, j'ai l'ensemble des possibilités qui apparaissent. Oui, c'est ça. Ok. Et ces possibilités, elles apparaissent également dans les différentes propositions de valeurs, par exemple de render whitespace, quand il me propose all, boundary ou none. Donc si je mets none et que je sauvegarde, hop, vous voyez que tout de suite, j'ai mes petits points d'espace qui ont disparu. Ouais. On voit pas bien sur l'écran ici, à mon avis, c'est la qualité de la retransmission, mais on te croit. Donc cette possibilité de paramétrage est extrêmement flexible et il est extensible également aux différentes extensions quand vous allez développer vos propres extensions. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai une extension qui s'appelle Line Counter. Il a rajouté ses propres propriétés à l'intérieur de ce fichier .json de settings. Et donc, de la même façon, on peut les rajouter globalement au niveau de votre ordinateur ou uniquement au niveau du projet. Donc, on a quelque chose qui est vraiment très, très flexible et assez puissante. L'intérêt aussi de le mettre dans le setting.json au niveau du projet, c'est que dans un contrôle de source, vous pouvez partager avec vos autres développeurs, quoi, pour être sûr de travailler de la même façon. Ensuite, on a accès au terminal. Donc, on a ici une possibilité d'accéder au terminal. Donc, c'est la ligne de commande pure et dure par exemple, de Windows. L'intérêt, c'est quoi? C'est, par exemple, quand on a un projet au hasard, un projet Angular. Là, j'ai un projet Angular qui a été développé avec Angular CLI. Donc, je vais pouvoir utiliser Angular CLI pour pouvoir tester mon application, pour voir ce qu'elle donne. Et pour ça, c'est en ligne de commande. Et donc, en ligne de commande, c'est gserve pour pouvoir lancer mon application. Ça, c'est quelque chose donc on voit que c'est intégré à l'environnement de développement, chose qu'on n'a pas, par exemple, avec Visual Studio 2015. Avec Visual Studio 2017, oui, mais avec Visual Studio 2015, on n'a pas ces différentes possibilités. Donc, on a quelque chose qui est vraiment ouvert sur les développements externes, genre Angular CLI ou comment ça s'appelle, bon, c'est pas grave, j'ai oublié son nom, Aurelia, voilà, ou Reactive et ce genre de choses. Donc, quelque chose qui est assez ouvert. Donc, on va voir le résultat. Attendre qui compile. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai lancé une application Visual Studio. Donc, j'ai mon application Visual Studio sous Visual Studio 2007. Et c'est là où j'ai les différentes API. Donc, j'ai les différents contrôleurs qui sont ici, qui sont dans mon application. Et donc, j'ai les différentes API. Et ces API sont consommées par mon application Angular. Donc, je peux travailler. Donc, l'idée, c'est de véritablement travailler avec les deux. Une pour
parce que Visual Studio, c'est quand même ce qui se fait de mieux pour développer en C#. Donc, Visual Studio pour développer en C# et Visual Studio Code qui est très léger pour pouvoir développer en Angular. Ouais, c'est ça. Et donc, si je regarde maintenant, je vais aller sur le 4200. Donc là, j'accède directement à mon application qui est lancée. Donc, c'est mon application Angular. Et si je fais la moindre modification au niveau du Visual Studio Code, c'est aussitôt impacté sur mon navigateur. Mm-hmm. Bon, c'est juste un petit exemple. Donc, cette intégration du terminal. Et ensuite, alors au niveau éditeur, il y a, donc je vous ai dit que c'était très orienté web. On a le support de Emmet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Emmet. Emmet, non. Emmet, non. C'est dans Retour vers le futur qui est Emmet. C'est ça, un chanteur. Oui, bon, ça peut être tout ce que tu veux. Oui, on peut continuer à te donner des ça noms. Ça peut être une marionnette, etc. Bon. Bref, Emmet, ça permet de... vous tapez une sorte de ligne de commande et ça vous génère du code. C'est pour la génération de snippets, on va dire. Ah oui, oui. Donc, par exemple, vous pouvez faire ul supérieur li x3 et aussitôt, ça vous génère le tag ul, puis après 3 fois le tag li. Donc, et ça, c'est pas uniquement dans l'HTML que tu es en train de montrer ça. C'est une extension qui fonctionne partout, alors c'est ça? Normalement, oui. Alors là, je l'utilise essentiellement pour le HTML et puis le CSS. Après, pour les autres, je ne sais pas trop. Donc, si je prends du TypeScript, puisque c'est plus du web, tu as la possibilité de faire Enfin, en gros, c'est comme des snippets, quoi. Enfin, des snippets plus avancés, parce que tu vas effectivement pouvoir faire de la génération de code dynamique, puisque tu choisis ici le nombre de LI, le nombre de TD. Oui, ça peut aller très loin. Hein. Bon, j'avoue que je suis pas non plus. Après, il faut maîtriser le truc pour. Faut faire ça tous les jours pour pouvoir. Faut trouver la commande. En gros, tu passes 2 heures à essayer de trouver la commande, mais après, tu gagnes 10 minutes, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. Okay. Ensuite, donc, je vous disais au niveau des extensions. Donc, parmi les extensions, moi, que je recommande, il y en a une première qui est donc les extensions pour NPM. Donc pour les commandes de NPM, ça vous évite d'aller dans la documentation pour vous en rappeler, donc ça vous les propose automatiquement. Une deuxième, si vous faites du TypeScript, qui est TSLint. Donc, je ne sais pas si vous connaissez TSLint. TSLint, ça permet si vous voulez, de valider votre code TypeScript. De dire ça, votre code analysis, quoi. Voilà, c'est ça. Votre code de TypeScript a été correct ou pas. Et l'avantage, c'est que ça vous le fait en temps réel. Donc, je vais prendre un exemple ici. Je vais me mettre à la fin de mon code de ma classe dans TypeScript, donc bien après le constructeur et après mes différentes méthodes, et je vais déclarer une variable name de type string. Et vous voyez qu'automatiquement, cette extension, elle la souligne en rouge en me disant attention, donc si je vais dessus, la déclaration d'une variable doit se faire au début du code et pas à la fin. Donc, je vais la mettre au début. Là, il va être content. Par contre, il est mécontent parce que j'ai laissé des espaces. Donc, il faut que je supprime les espaces. Il est un peu cucu quand même. Hein. Il est un peu cucu, mais ça permet d'avoir un code qui est clean et surtout, si vous avez plusieurs développeurs, d'être complètement cohérents les uns entre les autres. Mais c'est personnalisable, je suppose que j'ai des fichiers oui, c'est du JSON, etc. Il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, du genre, vous déclarez une méthode qui s'appelle onDestroy. Et si vous ajoutez onDestroy, voilà. Non, alors ça marche pas, mais normalement. Non, ça marche. Non, oui, alors c'est peut-être une analyse plus complète. Il devrait vous dire attention, vous avez déclaré une méthode qui s'appelle onDestroy.
donc, il y a de fortes chances que vous vouliez implémenter l'interface OnDestroy d'Angular, et pourtant, votre composant n'implémente pas cette méthode. Je suis le petit emmerdeur de la fin, mais je crois que ça marche pas parce que tu as oublié le S à destroy. Non, il n'y a pas de S. Mais si, destroy. DES. Ah, oui. Non, non. Bon. Ça marche pas quand même. Faut un O majuscule? Non. Ah, c'est un O minuscule, oui. Ah oui, t'as mis un O majuscule. Ah bah oui. Non, bah, il veut toujours pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis un certain nombre de raccourcis au niveau du Visual Studio Code. D'abord, où pouvoir l'acheter, ou pouvoir le télécharger. Vous avez, bien sûr, sur cette page d'accueil, vous avez des vidéos qui vous montrent comment l'utiliser, etc. Après, je vous conseille d'aller sur une page qui s'appelle VS Code Tips and Tricks, où il y a pas mal de petites astuces sur VS Studio Code. Et ensuite, Awesome VS Code, qui est une sorte de référence sur l'ensemble des extensions de Visual Studio Code qui pourraient vous intéresser. Donc, il y a une description très complète de l'ensemble de ces extensions. Ok, ça me paraît bien. C'est vrai que c'est à essayer. Et c'est vrai que je pense que c'est surtout si jamais on est développeur plus web, quoi, que c'est intéressant peut-être de passer vers là. Et c'est vrai que Visual Studio à ce niveau-là, il est un peu casse-pied, notamment devoir créer des CS Proches et ce genre de choses. C'est peut-être pas toujours adapté au web et on oublie régulièrement des choses. Mais moi, je te dis, je l'utilise avec la partie Angular, donc la partie cliente, mais en parallèle, la partie Web API se fait dans Visual Studio. Ouais, c'est ça, c'est vraiment deux éditeurs. Quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Donc j'ai bien en parallèle le Visual Studio pour les API et le Visual Studio Code pour Angular. Faudrait que j'essaye, parce que c'est vrai que nous on a des projets et on a tout fait dans Visual Studio, on est plus par question d'habitude. Mais c'est vrai qu'il faudrait essayer avec VS Code, voir ce que ça peut donner. Et ouais, ça me paraît bien. Donc Christophe, chapitre suivant, présente-nous un petit peu un des sujets qui t'intéresse. En fait, le SQLite, SQLite. Ouais, pourquoi SQLite, SQL Lumière, SQL allégé, tout ce que tu veux. Ouais. On était venu à la discussion, c'est parce que je suis en mode de transition. En mode de transition au niveau de mes softwares. Donc là, tu vas passer à la slide suivante. C'est pourquoi j'utilise SQLite à l'heure actuelle. Alors d'abord, dans mes logiciels bureau, desktop, j'utilisais depuis une dizaine d'années un modèle qu'on va dire client-serveur. Oui. Très bien. Sauf que moi, l'objectif, c'était de quitter ça. Et pourquoi quitter ça? Parce que j'avais en support client beaucoup trop de taf à cause de ça. Pourquoi? Parce que le Winsock que j'utilisais, ça marche avec des IP, d'accord, avec des ports. Et à partir de là, dès que les box chez monsieur, madame, entreprise Michu, tout ça, elle a changé, ils n'ont pas des IP fixes, c'était juste la merde. Et je perdais parfois 1 heure parce qu'ils ne savent pas où le logiciel serveur est. Mais tant, c'est des trucs de malade. Je ne sais pas si ceux qui écoutent ou pas sont que dans des grandes entreprises. Moi, non. C'est des petites entreprises où il va y avoir maximum 30 salariés. Donc, si tu veux, parfois, quand tu as de la chance, quand ils sont 2 ou 3, qui est quand même une majorité, ils ne savent même pas où est le logiciel serveur qui tourne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Putain, mais quand tu dis serveur, pour préciser, je pense que c'est... Donc, tu as le client qui tourne sur le PC de l'utilisateur, ce qu'il voit. Et le serveur, dans ton cas, il est toujours, je pense, installé sur une machine fichier, quoi. C'est ça, hein? C'est ça, c'est sur un OS, sur quand même soit un ordinateur commun, soit un Windows Server, etc. Bref, cette partie-là, j'en avais franchement plein le cul. Plein le cul de « Ah, l'IP n'est plus la même, ah, ceci, cela », alors, bref, du brin. Et puis, j'ai besoin de rapidité. Des problèmes de performance aussi?
Ah si, c'est exactement ça. C'est C'est-à-dire ça, que, ouais, c'est le deuxième point. Ouais. pourquoi? Alors pareil, tu vois la cicatrice qu'il y a au-dessus de mon front, c'est parce que je me suis cogné la tête beaucoup de fois. Mais pourquoi, quand j'ai commencé mes programmes en 94, je n'ai pas, Mhm. à l'époque, utilisé Microsoft Access? Ouais. Alors je sais pourquoi, c'est parce que c'était très lourd. Et à l'époque, les downloads, les uploads de mes logiciels, c'était un peu parfois lent. Et je cherchais à avoir des logiciels. Tu sais, je viens du développement de calculatrice Casio, hein, donc un octet, c'est un octet. Et faire télécharger rien que le moteur qui faisait peut-être à l'époque, je vais dire 2 mégas 5, c'était beaucoup. Que mon programme, il faisait peut-être 1 méga. euh, Mhm. je me suis dit, je vais faire un truc de partage de fichiers. Et ça a marché des années, jusque les années 99 à peu près. Et à partir de là, il a fallu quand même optimiser un partage de fichiers. C'était bien quand on était 2-3, il n'y a pas trop à travailler dessus, quoi. Ouais. Donc là, j'ai passé en mode client-serveur, mais toujours avec ce système de partage de fichiers. Mhm. J'en reviens juste après. Oui, j'avais besoin d'un système de rapidité. Et enfin, pourquoi je suis fainéant au niveau de pourquoi je joue SQLite, bah, c'est parce que je le connaissais. Je le connaissais depuis qu'on avait fait des applications, tu sais, depuis les grandes communautés Windows Phone, Mhm. où tu étais peut-être hein, de toute façon dedans à l'époque, depuis 2012. Et puis bah, le moteur, c'était soit SQLCE, je crois de mémoire de nom, que je n'ai pas utilisé, ou Ouais. SQLite, qui était aussi dispo. Puis l'avantage aussi, je suppose pour toi, c'est que bah, il y a du SQL. Donc il Bah, ne faut pas c'était réapprendre effectivement un autre langage, les autres notions. Bah, disons que tu sais, j'ai réfléchi, je me suis fait une réunion, je me suis dit, bon, ça a duré 5 minutes. Et puis, bon, je dis c'est SQLite que je vais utiliser. Il y a plusieurs raisons. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Mhm. Ah, ça Ignorer. sonne. Voilà. Donc, mes seules compétences en base de données, ça a été MySQL, qui est pour moi un super moteur SGBD, sincèrement, et Ouais. super balèze. Et je connaissais un petit peu, c'était MariaDB, que j'utilise Ah sur oui, oui. mon Synology. J'ai déjà utilisé aussi. Ouais, donc c'est bon, là c'est vraiment effleuré. Par contre, MySQL, c'est vraiment le truc que je connais vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Et puis, bah, SQLite, j'aime bien quand c'est léger, quoi. Bon, si on regarde à la slide suivante, alors là, tu auras plusieurs clics. Ah, ça marche pas, donc tant pis. Hop. Voilà, au moins on a tout, mais au moins on va regarder. On va d'abord le simple fichier, c'est ce que je disais. C'était le principe d'application de base ancestrale, on va dire, où tu as une application et tu as des données et tu travailles en direct. C'est Ouais. bien, c'est rapide, mais ça a des limites dès que tu as plusieurs utilisateurs. Mhm. Mais aussi en gestion de fichiers. Enfin, après, on est tellement à l'aise avec des. Enfin, moi, je suis tellement à l'aise avec des requêtes que, bref, j'adore brasser mes données avec des requêtes. Le reste, c'est un peu pompant. La deuxième partie, celle que j'ai utilisée, c'était le client-serveur, que je vais dire simple, où tu as une application, tu as un logiciel serveur qui en fait lui traite les requêtes, alors les demandes des utilisateurs, et après lui va gérer les données et renvoie à l'utilisateur ce qu'il faut et éventuellement ce qui a été modifié. C'est ça. Eh bien, C'est l'évolution, je dirais, un peu classique que tu as fait, et ce qui est logique puisque ton application, elle a été développée il y a quelques années, bah, elle évolue. C'est que tu as fait un développement, ce qu'on appelle 3 tiers, donc 3 morceaux comme on le voit là, l'application, le serveur, les données d'un côté, et tu voilà. communiques les uns avec les autres. Ouais. Alors l'avantage, c'est que là, on peut être nombreux à travailler puisque le logiciel serveur, il va tourner et puis recevoir les requêtes et les traiter en FIFO finalement. Et Mhm. chaque utilisateur a un port déterminé, donc il y a vraiment un dialogue, un canal par utilisateur. Ouais. D'accord, à partir d'un Ouais, port ouais, ouais. d'écoute. En gros, c'est le truc très, très con finalement. Et assez facile à mettre en place, mais c'est un peu chiadé parce que dès que tu fais des modifications, bah, tu vas dans les deux parties, mais comme on le retrouverait si on fait des web API et puis une application traditionnelle finalement. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qu'on avait encore une fois, il y a quelques années dans les développements, hein. Une application, elle embarquait tout, quoi. Si on prend Word il y a quelques temps, bah, on avait un Word, un CD, on l'installait, et puis on avait tout en local et on travaillait en autonome. Ouais. C'est le même principe. Ouais. Alors, l'évolution que j'aurais pu faire, c'est de passer à la 1, 2, 3, 4e colonne, c'est ce que j'appelle le SGBD client-serveur. Ouais. Là, ça aurait été le truc optimal. C'est-à-dire que j'ai mon application, j'ai mon logiciel serveur qui est déjà en place, et puis derrière, je viens juste au niveau de mon logiciel serveur, pouf, je mets le moteur SGBD, et puis il brasse les données, puis peinard. Là, ça aurait été le truc. Mais j'avoue sincèrement que
je voulais absolument gagner du temps. Mon objectif est de gagner du temps. Et j'en ai ras-le-bol. C'est un truc, ça fait 15 ans que c'était comme ça. Enfin, beaucoup d'années. Où j'aurais toujours eu le problème de... comment te dire, de problèmes de support. Oui. Et ça, c'est... Tu vois, quand j'ai goûté au support qu'on donne quand on fait des applications smartphone qui sont parfois extrêmement évoluées et que tu as quasiment sur, je sais pas moi, si tu as 10 000, 100 000 utilisateurs, tu en as un qui te casse les couilles, c'est rien du tout, quoi. D'accord? Mais quand tu as une application, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ils deviennent débiles. Hein, les gens, Et donc, je suis passé à le truc du milieu, c'est-à-dire un SGBD embarqué. Et SQLite, c'est vraiment ça, en fait. Finalement, il embarque une DLL, qui est le moteur, et il travaille directement sur les données. Ouais. C'est bien, mais ça a des limites. Mais c'est ce que j'ai choisi. Mais j'ai choisi ça, je vais dire, temporairement. Pour moi, c'est un palliatif dans mon évolution. C'est une évolution de ce que tu avais avec aussi de l'embarquer au niveau de ton serveur avant dans ton application qui embarquait tout. C'est prendre mais quelque chose de plus général, quoi. Attention, non, quand s'embarquait tout, je dirais non. Moi, j'avais le logiciel qui est installé le logiciel client installé sur le poste utilisateur et un logiciel serveur. Hein. On est bien d'accord. Hein, ah quand tu dis embarqué auparavant. Oui, c'est ça. Ici, tu n'as même plus de logiciel serveur à installer. Ah non. En fait, avant, dans les paramètres du logiciel, ils indiquaient une IP et un port. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc la communication se faisait entre ton application et en WinSock, donc en protocole natif, en binaire, directement sur un logiciel serveur. Et ici, tu communiques avec ton SQLite et quoi? Ils partagent le même fichier de base de données C'est ça. Et on en parlera après, c'est que ça a quand même des limites. Et là, il faut faire très attention quand on va être à plusieurs à utiliser ce principe-là. Ouais. Donc, là, les tests que j'ai quand même, c'est que j'arrive à faire travailler quand même une trentaine d'utilisateurs. Je ne vais pas aller au-delà, je refuserai. Tu arrives à faire travailler une trentaine d'utilisateurs avec SQLite? Oui, bien sûr. En données partagées. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est intéressant parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Alors attention, c'est pas des fourmis qui sont en hotline en train de mettre des requêtes parce qu'ils ont un appel téléphonique de 3 minutes, ils raccrochent. Non. Faut pas oublier qu'SQLite, quand il va écrire, dès qu'il va faire une modification, update, insert, delete, il va verrouiller la base de données. Tous les utilisateurs qui vont vouloir lire, ça va être le timeout qui va être en train de travailler pour dire donc c'est dangereux. Et tu as regardé, tu as remarqué qu'il verrouille en gros toute la base de données. Tu ne sais pas dire je veux verrouiller qu'une partie ou... Tu sais pas partitionner une base SQLite, elle n'est pas partitionnable. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un de ses défauts. Elle a des qualités, hein, comme ceci dit. Alors, surtout comme tu dis, pour moi, une des qualités, je suppose, c'est t'embarques la DLL pour pouvoir accéder au moteur et basta, quoi. C'est déjà un méga super point. Il n'y a pas de config. Pourquoi je te disais que c'est temporaire? Parce que je veux gagner du temps, parce que je dois reprendre maintenant à zéro mon développement, que je devais faire des boots. D'ailleurs, et nous sommes le 7 septembre. Putain, ça m'énerve. Alors, l'idée, c'est de partir dans la dernière colonne, c'est d'avoir du coup une application qui est on s'en fiche, et après qui va communiquer avec maintenant une méthode cloud. Web API, SGBD et données. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est plus une évolution, c'est un changement radical de tout finalement, sauf de l'expérience métier. Il n'y a que ça qui passe au niveau de l'applicatif. Mais donc, si je comprends là, tu vas devoir ajouter une couche Web API dans ton application. Non, je repars à zéro. Je pense que l'application embarquée restera tout le temps. Parce que il y en a qui veulent, j'en discute beaucoup avec les clients, ils veulent pas changer, c'est comme ça, point. Est-ce que je pourrais faire des passerelles? Je ne suis même pas convaincu, mais bon, peu importe. Mais non, ça sera autre chose. Et je l'appellerai même pas le même nom pour pas que mais il y avait telle fonction avant, mais il n'y a plus cette nom, c'est programme, d'accord. Ok. Mais là, je suis serein, point de vue vitesse, point de vue support. Tu as vu la différence au niveau du support, notamment? Clairement. Je prie pour que les gens migrent à chaque fois vers la dernière version. C'est ce que j'allais demander. Il n'y a pas de processus de migration automatique pour toi pour le moment. Donc Si. Non. C'est-à-dire que, en fait, c'est payant, moi, mes migrations. Ouais, les nouvelles versions, c'est ça, ouais. Donc tu gardes quand même toujours des anciennes applications et des utilisateurs qui ne migrent pas, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Si j'ai un intranet de ouf avec des stats de ouf et je sais qui a quoi, quelle version, quel machin, je sais. Ouais, c'est ça. Bref. Alors, si on va à la suite, moi, ça me permet de... Voilà. Pourquoi SQLite? J'avais quand même une pléthore de choix. Il y a à peu près plus de 60 bases de données qui existent quand même dans le monde.
Donc, c'est un choix qui est très, très vaste. Il y a des tonnes et des tonnes de bases de données. Ouais. Je vais en citer quelques-unes. Et je commence. Ouais. C'est là que tu mettras le MP3. Ouais. C'est toi qui parles? Ouais, c'est moi, ouais. J'ai accéléré et puis. Ouais, mais c'est ça, en accélérant, on comprend pas le son, ta voix. C'est le tempo et la vitesse qu'il faut changer. Le tempo et je sais plus quoi, il y a deux trucs à faire. Ah ouais. C'est vrai, c'est rigolo. Donc tu noteras qu'il faut le mettre là. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Ouf, ben, tu vois, il y a quand même pas mal de bases de données, c'est possible, hein. On a accéléré un petit peu, sinon on s'en sortait pas. C'est ça, heureusement qu'on a dû accélérer le son, parce que sinon, on est encore là en train d'en parler. Mais effectivement, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Si je filtre après, soyons fous, mais soyons pas fous, mais je regardais aussi le tarif, et puis ça m'a. Je voulais être tranquille, donc j'ai regardé. Parmi tout ça, il y a plus que moins de 23% qui vont être en open source. Enfin, pas en open source, en utilisation libre. Ça dépend un petit peu. Ouais. Donc, les utilisateurs SQLite, c'est le seul qui est en domaine public, total. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu t'en fous, tu ne demandes rien, tu n'as pas de compte à rendre, tu modifies sans avertir, c'est ton problème, tout est disponible. Les autres sont la plupart du temps en GPL. Alors, disons que c'est librement modifiable. Tu peux copier, distribuer, mais le changement, changer, c'est strictement interdit de changer, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une petite nuance. Mais bref, il n'y en a plus que 23% sur les bases de données qui vont être libres, on va dire, de manière générale. Ouais, c'est ça. En passant à la suite, donc ça c'était un choix aussi important pour moi, c'était ce qu'il y avait. Et ce grand autre choix important, c'était qu'il est dispo partout. Oui. Partout. Alors, le seul concurrent qui est en base de données qui est dispo partout, devine, c'est MySQL. C'est les deux seuls qui sont en fait partout disponibles. Oui, mais MySQL, c'est plus une notion de serveur. Tu installes un serveur aussi. Ouais, c'est un serveur, mais tu peux l'avoir en base locale si tu veux. Ah, on peut l'avoir en base locale, MySQL aussi. Tout à fait. Okay. Mais l'installation est juste chiadée par rapport à SQLite où c'est juste une DLL. Ah oui, c'est ça. Ouais. Moi, il fallait que ce soit facile. Monsieur, Madame Michu doivent savoir l'installer. Le processus d'installation doit être transparent, il ne se passe rien, ça se prend 2 secondes et tu as zéro problème. Il faut objectif zéro problème pour moi. Ouais, c'est ça. Même sous Windows, tu n'as pas de driver, tu n'as rien. Mais tu donnes le nom du fichier ou même pas. Il le crée, je suppose, ton fichier. Si jamais tu ne l'as pas, c'est toi qui crée le fichier. Ma base de données, c'est moi qui l'ai codé pour qu'il le crée. Ouais. En fait, je le fais en dur, moi, quand c'est comme ça. J'ai pas voulu créer un DB que je pose dans le dossier de travail. Non, c'est mon code qui va créer. Qui va créer, ouais, c'est ce que je fais de plus en plus aussi. Petit sourire, même disponible pour Amiga OS. Ah ouais. Amiga OS existe toujours. Tu peux toujours avoir. Ne me dis pas que tu as des clients qui travaillent sur Amiga. Hein. Non, pas du tout, ni sur Unix, ni sur. Non, mais c'était pour moi important. Je me suis dit, on ne sait jamais. La base de données, j'aime bien qu'elle soit ouverte parce que j'ai des clients, j'ai pas mal de clients ils travaillent chez Bouygues Énergie et Services. Ils se sont fait le bouche à oreille et donc là, j'en ai beaucoup. Et certains sont assez satisfaits de pouvoir avoir la main librement dans la base. Ah oui, j'ai rien verrouillé du tout. Ah oui, c'est vrai. Et, les utilisateurs ont la possibilité, après il y a peut-être des questions par rapport à la maintenance chez toi, mais ils ont la possibilité d'aller voir directement les données, tout à fait. Faire des récupérations de données, des exports, etc. Ah oui, ça c'est intéressant. Je suis assez content, alors c'est une parenthèse à ça n'a aucun rapport avec SQLite, mais la structure de ma base de données est super bien faite. Alors, sans vouloir me vanter, c'est vrai qu'avec l'expérience du planning que j'ai depuis des années, quoi mettre dans un planning, là franchement j'ai super bien fait le truc, et cette structure de table, etc., j'en suis très 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 content, et c'est la même que j'adopterai au niveau de Azure en fait finalement. Ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être faire une parenthèse sur ce que fait ton programme, parce qu'on parle ici de la base de données qui tourne dans une application, mais en 2 mots pour ceux qui ne te connaissent pas, l'application... je peux te faire voir si tu veux. Bon, là c'est un petit logiciel qui s'appelle DB Browser for SQLite, et puis en gros, il n'y a que ça comme table. Faudrait que tu enlèves ma photo, ma vidéo qui se trouve. D'accord, mais je sais pas faire alors. Voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est un petit logiciel qui est très sympa. Et donc voilà, mes tables, il y a que ça. Ouais. Donc tu as le contrôle d'accès, tu as les settings, parce que je stocke tout là-dedans. Tu as des tâches, des codes de tâches, tu as des contacts, des clients, des cycles, parce que dans des plannings, en fait, tu as toujours un système de cycle. C'est-à-dire que chaque salarié, chaque ressource n'a pas forcément les mêmes horaires des uns et des autres. Il ne faut pas oublier que des horaires, tu peux les changer du jour au lendemain.
Ouais. Tu peux dire, voilà, pour les mois prochains, les 3 prochains mois, je vais changer mes horaires. Et puis après, tu vas repasser pendant 6 autres mois ou 5 autres mois, tu vas changer d'horaire, mais il ne faut pas que tu oublies que quand tu vas revenir en arrière, il faut que tu penses à tous ces horaires que tu as eu auparavant, tous ces cycles d'horaires. Et ça, c'est très compliqué parce que il faut tout mémoriser. Quand tu fais des calculs d'heures, il faut que, et là, c'est les requêtes les plus chaudasses que j'ai, c'est-à-dire que le calcul d'heures doit aller vérifier si la ressource, ça peut être humain ou une salle ou un matériel. Je peux planifier, voilà, qui va prendre un véhicule. Je peux planifier une salle. Une salle, c'est une ressource. Et puis, est-ce qu'on va lui mettre dans... Et voilà, c'est assez complexe, ce truc-là. Et donc, quand tu fais des calculs d'heures, est-ce que cette personne-là, d'abord, a les horaires généraux de l'entreprise que tu peux définir pour tout le monde, ou alors que lui a des horaires particuliers. Et dans quelle période nous sommes. C'est la mort. Après, on peut filtrer des choses à l'écran, etc. Et après, il y a de la périodicité, c'est classique. On a ça dans les calendriers d'Outlook. Un planning, donc moi j'ai un planning. Un planning, en gros, c'est un multi-calendrier avec une vue beaucoup plus agréable qu'Outlook, sachant que je me connecte à Outlook jusqu'à l'Office 365. Et puis, après, tu as plein de choses. Mais finalement, à quoi va ressembler le programme? Quand je vais le lancer, ça va être ça. Donc là, on s'en fout. Et voilà un peu l'interface. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Donc, c'est une interface assez classique. On a des rubans là-haut, d'accord, traditionnels qu'on a. Tout à fait. Le petit menu burger que tout le monde connaît avec différents paramètres qui va vous permettre de naviguer. Il faut que ce soit clair et facile. Et là, tu vois bien que je me suis inspiré des applications Office. Des applications Office, et il faut que ce soit facile et clair. Donc là, je fais travailler encore ces trucs-là. On en parlera, c'est que nettoyer et optimiser la base de données, je ne l'ai pas encore bien fait user-friendly, mais en gros, je l'explique à mes clients que nettoyer la base de données, c'est un CCleaner. Oui, c'est ça, c'est enlever toutes les données inutiles, quoi. Voilà, parce que quand je n'efface pas, quand tu supprimes une tâche du planning, je ne l'efface pas, c'était toi, j'en ai discuté avec toi, je la tag, elle a été effacée par quelqu'un. Et en fait, va apparaître dans mon programme, dans quelques versions, une poubelle, qu'ils pourront récupérer. Il fait une suppression logique et puis la suppression physique. SQLite a ce qu'on appelle des pragmas. Je ne sais pas si les autres ont, parce que là, je n'ai jamais fait attention à ça, parce que je n'ai pas la connaissance, mais peu importe, des fonctionnalités de configuration. Et en fait, il existe des systèmes de vacuum et d'optimisation qui sont super performants sur SQLite. Et donc, en gros, j'explique aux clients, ça, c'est quand vous faites un défrag que vous avez toujours connu et un WinZip. En gros, c'est ça. J'aurais dit par 2 mots-clés et puis ils comprennent. Donc, j'y faites-le de temps en temps, ça vaut le coup, tout ça. C'est ça. Oui, ça existe aussi, mais c'est vrai que souvent, si je compare plus à des applications ou à des bases de données, entre guillemets, client-serveur, style SQL Server, Oracle, il y a souvent d'ailleurs, comme ça devient vraiment très technique, et ce que tu n'as pas toi dans les sociétés avec lesquelles tu travailles, il y a quelqu'un qui doit quasiment être dédicacé à ça, à faire ces opérations, et c'est des lignes de commande à devoir lancer, ou il faut lui développer des modules pour ça, et ça, évidemment, pour tout ça, c'est chiant, quoi. Mais c'est difficile, en fait, de faire simple. C'est très, très difficile. Donc après, tu dis... bref. Mais je comprends. Donc en gros, là, on voit que c'est un multi-calendrier. Hein, c'est ça. En fait, tu vas naviguer, tu vas voir le nombre de jours que tu veux. Là, je vais me pousser en haut à droite le curseur à 73 jours. Et puis, tu vas planifier de l'activité. Le but, c'est très simple. Qui fait quoi et quand dans ton entreprise? Ouais, c'est ça. Ça s'arrête là. Donc, il y en a qui disent, ouais, j'en ai pas besoin. Mais en fait, si j'ai un nombre de clients de fou. Et puis, je suis à peu près à 6300. Et si tu veux, ça va aller de X personnes à plein de personnes. Hein. Tu peux avoir plein de plannings. Mais là, ça devient des pattes de mouche. Mais tu fais des groupes. Et tu peux avoir du matériel en bas. C'est-à-dire que si je m'en vais, une petite démo comme ça facile, si je vais rajouter ici, par exemple, dans matériel, alors matériel, ça peut être n'importe quoi, une voiture, ça peut être une salle. Je vais ajouter, pas moi, Adam qui est là. Et bien, quand je vais appliquer ça, je vais avoir ici Adam, il est là-haut aussi. D'accord ? Et puis, parce qu'il occupe ce matériel à ce moment-là. S'il était en congé, je ne l'aurais pas eu disponible, je n'aurais pas vu. Donc, c'est vraiment une souplesse de travail. Et puis c'est vraiment une vue globale, quoi. C'est vraiment une vue globale avec ce principe-là, tu sais, pouvoir allonger des tâches, en mettre d'autres en plein milieu parce qu'il va revenir de congé et puis là, il va aller faire ceci, cela. Faire des copier-coller, des déplacements, des groupes de tâches, anticiper des tâches et puis avoir une vue en calendrier comme on connaît dans Outlook. Et donc là, je n'ai pas réinventé la roue, etc. Bon, bref, derrière ça, il y avait un client-serveur, maintenant c'est une base de données et ça va extrêmement rapide par rapport à ce qu'il y avait avant. C'était rapide avant, hein, mais non, au bout d'un moment, quand ça montait en charge, c'était pas la peine, quoi. Je pouvais plus gérer. Pourquoi ? C'était des for each.
Et ben, au bout d'un moment, je peux te dire que Et c'est peut-être gestion une de fichiers. discussion qu'on aura aussi dans... Enfin, il y a plein de sujets de podcast qu'on pourrait faire, mais c'est vrai que c'est souvent moi quelque chose que je regarde aussi. J'utilise pas énormément SQLite, mais des bases de données de type SQL, et on parle de plus en plus de bases de données qui ne sont pas nécessairement de type SQL ou des frameworks même. On parle Entity Framework, on fait plus du SQL. Dans Entity Framework, Non. tu as accès directement, on va dire, aux données ou à des morceaux de données, et tu les manipules avec des for each, avec des boucles, etc. Moi, perso, je suis pas très fan de ça, parce que quand tu Bah, regardes moi, la puissance du langage SQL derrière, tu peux être beaucoup bah, plus fin dans les requêtes et dans la demande que tu vas faire sur ton système de base de données. dans le peu que je connais, quand tu envoies une requête, c'est d'abord ton moteur qui va, lui, qui va tout gérer. C'est Traiter, plus mon ouais. programme. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, moi, je dédie, si tu veux, j'aime bien diviser, en fait, finalement. Donc, je fais directement la requête et c'est la requête qui va, c'est le moteur qui va gérer après. Moi, c'est plus mon logiciel, c'est le côté que je vois. Maintenant, j'ai pas l'habitude d'utiliser Link et donc, moi, c'est du SQL pur dans mon code. Oui, mais c'est en règle générale ce qu'on fait aussi. Nous, souvent, sauf parfois quand ça Donc, le devient for vraiment each, je très le compliqué, bannisse. mais... Ouais. Dernière chose que je veux insister dans cette mini démo, Mhm. c'est du Visual Basic 6, tout ça. Ah oui, bah, Donc, vu comme ça, on dirait pas. Hein. non, mais j'ai travaillé le truc à mort. Tu peux pas savoir que c'est ça. Il n'y a plus rien qui ressemble au Visual Basic 6. Mais derrière, c'est encore ça, sauf que c'est du SQL. Franchement, il n'y a plus grand-chose de Visual Basic 6 parce que tout est fait avec des GDI+. Tu sais, c'est la couche graphique que tu as et qui est assez, voire très puissante et qui me permet de changer tout le tintouin, quoi. Donc, il y a des objets qui n'existent pas. Et puis, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de contrôle par défaut du système, en fait. C'est juste un support, finalement. Bon, tout ça, il faut que je fasse un zip et on dégage. Oui, donc si je comprends ce que tu fais ici, tu migres d'abord tout l'aspect base de données pour restructurer les données. Et tu dis l'étape, tu vas les récupérer pour passer dans le cloud par après. Et l'étape suivante, ça sera plus le développement client qui va switcher vers du C# ou autre langage et des technologies plus récentes. Quoi. Voilà, et il fallait que je sois serein sur l'existant. Ouais. Et gagner du temps. Voilà, c'était vraiment l'idée, quoi. SQLite est dispo aussi sur VB6. Donc là, à partir de là, je dis bon, c'est ce qu'il faut. On va revenir sur le slide. Mm-hmm. Je sais plus comment qu'on fait. Soit tu les affiches, soit c'est moi. C'est toi. C'est moi. Ah oui. Alors, je repartage mon écran. Et voilà. Alors, juste après, un truc qui m'a fait sourire dans mon choix, c'était... Alors, c'est une petite parenthèse. Est-ce que d'abord, tu sais pourquoi j'ai mis ces deux photos? Alors, sur la gauche, on voit le logo de la US Navy, et sur la droite, on voit le charmant monsieur. Monsieur, je ne le connais pas. Département de la Navy, je suppose que pourquoi j'utilise SQLite? SQLite est utilisé chez eux aussi? En fait, ça a été créé en l'an 2000, SQLite, par ce monsieur-là qui s'appelle Richard Hipp. Ah ouais. Donc, c'est un ingénieur américain qui travaillait pour une société qui bossait pour la US Navy. Et en fait, il a créé SQLite parce qu'initialement, il devait utiliser SQLite pour les missiles guidés de la US Navy. Ah oui. SQLite est utilisé, et c'est le moteur qui est utilisé le plus au monde. En fait, on le retrouve même dans les téléviseurs, tu sais, les trucs qui sont embarqués, on le retrouve partout. SQLite est utilisé partout. Donc, c'était juste, voilà, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je dirais que c'est une des meilleures manières de faire. Ça évite d'avoir d'abord des problèmes, puisqu'en général, si beaucoup de monde l'utilise, il y a souvent des solutions, et de trouver une communauté aussi qui est derrière. Et c'est vrai que si je me rappelle bien, dis-moi si je me trompe, si on va sur le site d'SQLite, on retrouve la liste de toutes les versions dont tu parlais dans les différents systèmes, et c'est juste une bibliothèque, une DLL à télécharger en fonction, et donc ils ont compilé une version pour Linux, une version pour Windows, 32 bits, 64 bits, etc. C'est ça. Pour tout, elle existe partout et pour tout. Donc, franchement, si elle n'existe pas sur un système, c'est qu'il est peut-être plus utilisé, quoi. Je pense pas qu'elle est... c'est la seule raison possible. Elle est vraiment partout. Des millions d'utilisations. Et c'est fait en C++, je pense. C'est fait en C, ouais, en langage C. Je sais pas, ouais, maintenant C++ certainement, mais voilà. Oui, donc on a de la vitesse aussi, on a l'aspect multiplateforme. Donc voilà, initialement, le projet, c'est parce que il l'a mis en pré en public, mais c'était prévu. Voilà, il y avait travaillé sur ce moteur-là, un truc léger pour les missiles, tout simplement.
Ouais. Bah, c'est vrai que si des personnes qui nous écoutent doivent développer souvent dans des aspects de type IoT ou de type téléphone, que ce soit Android, d'ailleurs même sous Xamarin, on a aussi Bien la sûr. possibilité d'utiliser SQLite directement. Et ce sont, je suppose, exactement les mêmes fichiers de base de données. Donc on peut travailler les données sur son PC, faire un copier du fichier de la Alors base de données après, sur la machine, quoi. ce qui m'a aussi, je ne sais pas si c'était un choix, enfin, ça faisait partie du choix, mais effectivement, le SQL est limité. Il ne va pas être très poussé. Il est vraiment à la base. Alors, il est quand même compatible. Alors, je me trompe, mais il y a une norme qui s'appelle SQL 92. C'était la dernière norme. L'ANSI Après, il y a 92. eu... C'est ça. Et donc, bah, tu te dis, elle utilise quand même, elle est normalisée. Mhm. Et après, tu te dis, elle est tellement basse en niveau, les requêtes de SQL Lite, que mon code, ben finalement, je pourrais peut-être, enfin, les requêtes que j'ai utilisées, finalement, j'ai peut-être pas grand-chose à faire si un client demain dit, écoutez, moi, je veux plus utiliser SQLite, mais je veux utiliser une autre base. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, tout à Je me fait. suis dit, il va peut-être pas y avoir beaucoup de boulot Ouais. pour changer finalement de moteur derrière. Oui, parce que c'est vrai que cette norme ANSI 92, elle est utilisée, bah, tu le dis, dans SQLite, mais quasiment dans toutes les autres à la base. Donc si on prend de l'Oracle, même les dernières versions, ou SQL Server, il y a les fonctions de base de cette norme, et ensuite ils sont venus rajouter d'autres choses. Mais c'est vrai que si tu reprends les fonctions de base, a priori, c'est Voilà, les mêmes commandes, quoi. Faire exactement. un select quelque chose, c'est la même chose. Mais j'en suis convaincu à un gros pourcentage. Et il y a quand même il y a des manques, hein. Il y a des choses quand tu fais du SQL qui te manquent, mais à Mhm. mourir, quoi. Mais c'est pas grave, si tu arrives à le faire avec quand même, bon, bah, c'est tout, c'est que le reste passera. Alors on passe à la suite. Donc là, en fait, c'est les caractéristiques d'SQLite. Donc le Ah ouais. maximum d'une base de données, ça va être 128 Tera. Bah, ça va aller. Moi, je trouve Ouais, non, que ouais. une Je savais pas petite que c'était marge, finalement. aussi grand parce qu'on l'utilise effectivement surtout dans des petits systèmes embarqués comme tu disais. Les téléphones, enfin les télévisions, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. 128 Tera, il y a moyen de voir venir, hein. La limite des tables et des lignes, bah, elle sera limitée par le volume de la base de données. Ouais, Le nombre de colonnes par ligne, 32 000, ça va aller, hein, c'est le ouais. format d'un entier, ça. Les blobs, alors les blobs, c'est jusque 2 gigas, donc c'est intéressant hein, pour stocker des images. Je crois on a de la place, ça va. Mhm. Les charts, ça va être 2 gigas aussi, c'est quand même très très large. Le maximum des nombres, c'est 64 bits. Voilà, bon, ça va, je trouve que Ouais. souci. Le minimum au niveau des dates, eh ben là, figure-toi qu'ils ne disent pas les dates. Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu Ah ouais. intéressé, j'en reviens juste après. Et le maximum de nom de colonne, c'est illimité. En fait, revenons au typage, je disais au niveau des dates, ben, Mhm. c'est très très limité finalement le typage. Ça va être un nul, integer, un real, un texte, un blob, point barre. Pas de booléen, pas de date time. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est étonnant. Donc on est vraiment au minimum vital du système. Alors malgré l'absence de données de date, SQLite il inclut des fonctions de date et d'heure qui fonctionnent pour les périodes du 24 novembre 4714 avant Jésus-Christ, Ah oui. et tu peux aller jusqu'au 1er janvier 5352. Bon, je me Ouais. suis dit, j'ai réfléchi encore, j'ai pris une réunion et nous nous sommes dit, bon, qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup tu atteins, on s'en branle. Oui, parce qu'à ce niveau-là, dans ton planning, ça peut intervenir dans certaines applications, hein. Si tu fais des Ah, l'an applications 2000. de calcul, je sais pas moi, de calcul solaire, des étoiles ou que sais-je, peut-être que là, il y a des notions importantes comme ça, mais pas dans Oui, ton planning, je oui. pense pas. Mais on s'en branle, là. Le 5000, Ouais. ça va. Tu as 10 000 ans, en fait, en gros, de marge par rapport à. Ça va. Tu te Et dis, le ça va type aller. existe, mais quoi, il est stocké sous un format integer ou texte alors? Tu mets en reel. Et en Ouais, fait, tu ouais, vas ah il oui, y a un timestamp, je n'arrive pas à le dire, excuse-moi. ouais, Et c'est comme ça que tu vas stocker. Mais il y a quand même tu vas voir quand même toutes les fonctions au niveau SQL de date et d'heure, hein. Toutes les fonctions sont là. Tu sais, les dates, ah oui, oui, ouais. les time date existent au niveau des fonctions, mais pas au niveau du typage. Pas au niveau du stockage, ah oui. Voilà, donc Ouais. c'est juste au départ, c'est un peu déroutant, mais Bah, bon. c'est une question d'habitude aussi, si de toute façon tu peux les gérer. Donc, mais si on fait un petit résumé, on verra la suite après, mais je veux dire, toi, en termes de ressenti sur les quelques mois que tu as utilisé ici dans ton application, qui est plus qu'une application mobile ou light, le ressenti est bon. Je veux dire, t'en es hyper content, quoi. J'en suis content. Je vais pas dire hyper content, on verra après. J'ai quand même des. C'était un risque.
mais le risque, il y a plus de positifs que de négatifs, comme partout. Donc voilà quoi. Okay. Si on passe à la suite. Ah ben voilà. Voilà, c'était ça. Les plus. Alors, j'ai été un peu vite à faire ça. Les plus, c'est très léger, c'est totalement libre, c'est compatible VB6 comme un truc de fou, quoi. Aucune configuration n'est nécessaire. C'est-à-dire que tu l'installes, il n'y a rien à faire, zéro data, pas besoin d'admin, tout ça, rien du tout. Donc ça, c'est assez pratique. C'est vrai que je fais juste une parenthèse là-dessus. Ceux qui veulent l'utiliser en .NET, c'est vrai qu'il suffit effectivement, comme on l'a dit, de télécharger la DLL. Et dans la chaîne de connexion, je crois qu'on met juste le nom du fichier, file name égal, et on donne le nom du fichier. Tu as quelques paramètres si tu veux, mais tu peux aller plus loin. Tu peux aller loin quand même, mais bon, tu as des limites, c'est très facile. On verra après justement le .NET. Le SQL, c'est ce que j'ai dit juste avant, parce qu'il est tellement bas que tu es sûr d'être polyvalent si tu veux migrer plus tard vers une autre base. Vraiment standard, quoi, ouais. Les moins, c'est pas client-serveur. Bah oui, c'est embarqué. Donc on n'est pas client-serveur. Quoique, il existe des solutions. C'est toi qui me l'avais trouvé sur le net, c'est la valentina-db.com, c'est un site. Qui ont créé un système client-serveur. Parce que le client-serveur, tu peux le faire toi-même, hein. Manu Militari, tu vas coder, tu peux en fait partager, en fait, tu sais, quand tu fais des bases en mémoire, tu peux tout-même récupérer le binaire, enfin des tables binaires, c'est ce que j'utilise beaucoup et je peux t'en parler pourquoi. On peut faire un client-serveur soi-même, mais il y a quelqu'un qui a fait une solution, une société, et parfois c'est pas mal aussi de prendre l'expérience d'autres. Et donc, tu viens connecter vers un client-serveur et puis tu n'as rien à faire si tu es développeur. Donc finalement, tu as un petit peu de moyens, parce que bon, ça coûte, c'est pas gratuit, tu as une version de test, mais tu pourrais dire, tiens, finalement, je vais utiliser mon appli qui a ça en client-serveur, et c'est jouable. On peut le faire, mais pas directement. Alors, j'ai testé le moins, il n'y a que left only quand tu fais des jointures. Ah ouais. Ah ça, c'est chaud quand même. Quand tu n'as que left only. Tu peux faire des inner joins, ça tu peux, des jointures directes. Oui, mais le left, c'est pour faire des jointures, ce qu'on appelle des outer joins, donc des jointures avec valeur nulle d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Et donc, donc que le left. Donc tu dois à chaque fois mettre dans le bon sens. Voilà, c'est très important. C'est à toi de réfléchir. T'es là, et là parfois c'est des trucs de fou, quoi. T'as pas de date et de bol, bon, pourquoi pas. C'est pas gênant fondamentalement. Alors multi-utilisateur, oui, c'est chaud. En fait, c'est le côté négatif parce que j'y arrive quand même, mais je me suis tordu un peu les boyaux. J'utilise beaucoup de cache. Oui. Je fais attention le nombre d'accès au serveur, quoi. Enfin à la DB. C'est-à-dire que voilà, par exemple, quand j'ai une liste de tâches potentiellement qu'on utilisera pour combler le planning, eh bien, elle est en mémoire. C'est-à-dire que j'utilise une connexion en mémoire. C'est-à-dire que j'utilise une base de données en mémoire locale de l'utilisateur. Ah oui, tu peux mettre des données mémoire, donc mettre SQLite en partie en mémoire, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, je dis, voilà, cette requête-là, le résultat de cette requête-là, pouf, tu la mets en mémoire. Et puis à partir de là, je travaille en mémoire, et puis pour moi, c'est transparent dans mon code. Ouais, non, mais c'est bien. Et du coup, avant, par exemple, tiens, refile-moi la liste des tâches que j'ai disponibles. Tu sais, quand tu veux ajouter quelque chose, je veux ajouter des congés de maladie. C'est quoi la liste? Non, là c'est tout, elle est en mémoire. Et donc, je fais la même requête, ça ne change rien. Et sinon, à chaque fois, c'était clair de rien. Alors, là, je ne suis pas spécialiste, mais le select, ça doit quand même bouffer un peu. Ou si quelqu'un est en train d'écrire, je n'ai pas besoin d'aller faire un select où je vais avoir un timeout qui peut avoir une certaine latence. Donc là, j'y vais même pas, je laisse gérer derrière. Ok. À noter, heureusement que les transactions sont possibles, sinon c'était pas la peine, c'était rédhibitoire, c'était niet SQLite. Mais y a-t-il des bases de données qui n'ont pas de système de transaction? Je crois pas. Je pense pas. Sinon, il ne faut pas l'utiliser. Voilà. Ouais. À mon avis, il doit en avoir, mais toutes mais celles que j'utilise, effectivement, il y en a. Ouais. Okay. Donc ça, c'était mes plus et mes moins. À la suite, qu'est-ce que j'avais encore noté? Alors voilà. Alors là, il y a un truc, c'est parce que le petit côté positif, comme elle est partout, dans l'évolution de mon programme, parfois il y a des fonctions que j'ai vraiment plus envie de développer en VB, donc je le fais en C#. Et donc je fais des plugins, c'est des petits programmes qui vont être. Alors je vais juste aller dans mon code initial pour mettre un icône, et en fait ça lance une application qui est stockée dans un dossier bin par exemple. Ouais. Et en fait derrière c'est une application en WPF pour nos amis belges ou en WPF pour les autres. Donc
Là, je me connecte à la base de données. Finalement, c'est ça qui est pratique par rapport à ce que je faisais avant. L'ancien système de gestion de fichiers, c'était la mort. Là, c'est tout, je me connecte, basta. Mhm. Alors là, c'est là que tu es intervenu. Ouais, parce que j'ai mis en place, et c'est chouette de l'avoir utilisé dans le projet, donc tu vas pouvoir me faire du retour aussi pour voir si ça marche bien ou pas. Mais en fait, Donc, je n'ai utilisé que ton plugin, enfin ouais. ton extension dans Visual Studio, et je n'ai pas utilisé l'autre. Et je t'avais posé la question, mais je Ah te oui, dis pourquoi? pourquoi? Parce que finalement, la méthode que tu as utilisée, elle est très pratique. Elle est naturelle, disons pour moi. Et Ouais. puis, dans la discussion que nous avions eue, tu m'as dit, ouais, mais attends, sans ça, c'est un peu plus chiadé quand même dans la syntaxe finalement. Ouais, et c'est vrai que pour résumer, en gros, enfin, ça fait des années que nous, à chaque fois dans un projet, on doit se connecter à une base de données. Souvent, nous, c'est ou de l'Oracle ou du SQL Server, mais le principe, c'est le même, c'est du SQL qu'on envoie. Et comme je disais, il faudra faire peut-être un podcast pour donner les raisons, mais j'aime bien avoir la maîtrise du langage SQL. Et donc, on a créé ce que moi j'ai appelé un database comment, c'est-à-dire un objet plus global, plus générique, dans lequel on lui donne vraiment le minimum, c'est-à-dire la connexion ou la chaîne de connexion pour trouver la base de données, le serveur. Et puis ensuite, la requête SQL, et puis on a des commandes d'exécution, un execute scalar, execute table, dans lequel tu donnes juste les types de retour, par exemple execute scalar de string ou execute scalar booléen, et lui se charge d'aller récupérer ce qu'il faut et de le convertir dans le format. Et tu me disais, tu me demandais effectivement, tiens, si j'utilise pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce que Microsoft propose, outre les frameworks, Entity Framework récents qui existent, les autres, c'est il faut tout faire et donc il faut créer des commandes, il faut créer des data adapteurs, ou un SQL data adapter, créer un data table, et ça te renvoie même pas la donnée typée, ça te renvoie la donnée dans le format qui se trouve dans la base de données, c'est-à-dire en général sous forme d'object. Tu dois regarder si c'est nul, pas nul, etc. Ouais, Et c'est donc, chiadé en fait. ouais. Donc Et c'est vrai que c'est un toolkit quoi, qui simplifie la vie. ouais, c'est vraiment génial. Et franchement, je recommande, mais alors ultra vivement. Euh, et du coup, je mets aussi en open source. Du coup, les plugins que j'ai à mon programme, ils sont en open source Ah parce ouais, que sur GitHub. au moins on peut aller voir le code, comment ça marche. Et puis de toute façon, j'intègre à 100% ton plugin. Ah bah c'est bien, ça Donc, permettra d'avoir des exemples. Et je te dis, comme ça, il y aura des retours aussi, en plus des retours que nous on a. Maintenant, il commence à se développer, il y a de plus en plus de petits téléchargements, et il y a une dernière version qui est sortie aussi, que j'avais recompilée pour .NET Core, puisqu'il est très similaire, on en parlait tout à l'heure, à du .NET classique. Donc à part une ou deux adaptations, le code est là, quoi. Et les tests unitaires derrière sont les mêmes. Donc, ouais, non, donc sympa. ça, c'est très bien pratique côté .NET. Et voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris SQLite. Finalement, c'était pour me soulager point de vue support de mon ancien système client-serveur, Ouais, pour que mes données soient directement en SQL. Alors, côté l'utilisateur, lui, il voit une vitesse et puis des performances quand même bien plus rapides. Et mes données sont open, c'est pas du fichier binaire où c'est imbitable et puis c'est ouais. pas évolutif. Et mon client, en fait, il est totalement libre de ce qu'il fait. Si demain il veut faire ce qu'il veut puis quitter, plus utiliser mon programme, c'est pas grave, il a toujours ses données accessibles. Très très bon point pour lui. Ouais, c'est ça. Et Ouais. Et il y en a souvent qui ça me veulent permet. exporter, quoi. Exporter les données Ouais, mais aussi, les intégrer dans bien d'autres sûr, applications. Ils sont libres. Non, c'est bien. ils sont libres, et puis ça, c'est vachement important. Et puis, du coup, tout le travail que j'ai fait pour créer ces tables et puis cette structure dans la base de données, ça sera exactement les mêmes que je reprendrai dans Azure. Ouais, c'est ça. Et, mes requêtes, finalement, je les ai déjà pondues. Ouais, c'est En ça. fait, Toute elles la sont déjà. complexité que tu as mis derrière pour retrouver les données que tu as besoin à certains moments, à part peut-être des petits Ouais. détails, Donc, globalement, je me ça sera dis le même. que Ouais. j'ai pas perdu de temps à vouloir poser mon soft existant pour finalement pouvoir me mettre à un gros pourcentage sur le projet MVC Mhm. que je vais mettre en place. Voilà, voilà la petite histoire de bistrot que nous parlions. Ouais. Non, mais enfin, je trouve ça Et intéressant. J'espère que ça a intéressé c'est beaucoup un de monde retour. aussi, de voir un retour d'expérience et pas toujours se repartir sur des projets ou juste des lignes de code from scratch. Ici, c'est vraiment un retour d'expérience d'une application qui existe depuis des années, ce qui est souvent d'ailleurs dans le monde réel, je dirais, c'est souvent le cas, et de le faire évoluer, mais pas à pas. Donc, on a parfois tendance à dire on va tout cracher, on va tout recommencer à zéro. Et ici, c'est bien. Là, en général,
si on veut continuer à vivre, à faire évoluer les clients correctement, c'est mieux de les faire passer en douceur, je vais dire, vers des nouveaux systèmes. Et donc c'est vrai que c'est Une dernière solution. chose, si quelqu'un ici connaît, parce que là, j'ai pas de loin, là, si on s'infuse, j'ai un client. Ils sont 3 utilisateurs, donc c'est rien du tout. Ils ont une base de données qui fait 1 méga 5. Donc voilà, rien du tout, c'est tout petit. Et il n'y a que des erreurs d'input-output sur son fichier de base de données. Je ne sais pas le résoudre. On essaie. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs. À un moment donné, on l'a changé de disque dur, d'un coup, quasiment plus rien. Ça a divisé par 2 le nombre d'erreurs. Va comprendre. Alors, j'ai cru voir sur des discussions sur le net, tout ça, des trucs de fou, selon les disques durs, puisqu'on est en partage, c'est un fichier partagé, la base de données, c'est un .db. Ouais. Alors, il y avait même des discussions où ils disaient garder l'extension .db ou .date, si on veut changer. Ne mettez pas une extension personnalisée parce que le système, l'OS, Windows, au niveau de l'OS, il va faire attention à ça. Il y a des trucs, mais alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Ah, ouais, c'est étonnant, mais j'en sais rien. Je sais pas, et c'est vrai puis, que ça rentre plus au niveau réseau. J'ai gardé le .db, mais je suis pas emmerdé. Et après, ça parle au niveau de certains clusters et dans les pragmas, donc tous les paramètres avancés que tu fais, tu peux aller jouer avec le cache. Tu as certains paramètres, mais alors là, je suis pas très spécialiste. Je suis en plein dedans là, en ce moment. Tu sais, tu as des tempestors, tu as des synchronous, tu as pas mal de paramètres qui sont encore pour moi un peu spéciaux. Et c'est ça que je vais aller creuser. Donc, s'il y en a qui s'y connaissent à mort là-dessus, putain, qui me passent un coup de fil, un email, je suis preneur de plein d'infos. Ok, eh ben, c'est très bien. Voilà, monsieur. Eh ben justement, pour conclure, puisqu'on a fait les actualités au début avec Richard, vous l'avez entendu d'ailleurs pour ceux qui nous prennent en cours ici ou sur la fin, que Richard a dû nous quitter juste après ses dernières présentations. Donc il est parti voir des clients, je suppose. Donc on va peut-être chacun pouvoir dire comment faire pour pouvoir te connecter. Donc si quelqu'un trouve une solution ou a une idée pour ton problème, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Mon téléphone, c'est le... Non, en fait, sur Twitter, puis après on peut partir en privé, hein, c'est Tostnet1. Donc là, c'est le plus facile parce que Facebook, ça reste pas forcément le meilleur moyen. Sur Twitter, c'est le top. Ok. Ben, même chose pour Richard, si vous voulez le contacter, c'est C2I. Non, je ne sais plus. Je vais remettre le premier slide. Voilà. C2I Clark sur Twitter. Et pour ma part, même chose, hein, @Denis Voituron. Et de toute façon, vous retrouvez à la limite, il y a une page avec même nos photos qui se trouvent sur Internet, sur devaps.be. Et vous nous retrouvez aussi d'ailleurs sur YouTube maintenant, depuis qu'on enregistre tout ça en vidéo, avec nos petites têtes qui apparaissent sur l'écran au fur et à mesure qu'on discute et qu'on raconte nos bêtises. Donc vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas. C'est à la fois pour nous donner des sujets éventuellement de choses qu'on pourrait donner par après, ou de commentaires par rapport à ce qu'on aurait raconté, qui ne serait ou bien pas juste. Comme tu dis, on n'a pas la science infuse non plus. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas toujours correctes aussi. Parfait. Avais-tu d'autres points peut-être, Christophe, à vouloir signaler? On peut se retrouver tous, parce que je crois que tu vas y aller, c'est au Microsoft Experience le 3 et 4 octobre. Tout à fait. Donc, il y aura des podcasts que nous animerons, des séances. Et puis, tu es speaker peut-être? Je ne suis pas speaker cette année, non. Non. D'accord, moi j'y suis. On aura probablement l'occasion, c'est de faire des enregistrements de podcasts. Et ça, on fera peut-être ça ensemble aussi, ouais. Si tout va bien, on essaiera de mettre peut-être un DevApps également en enregistrement, puisque tous les speakers intéressants seront présents sur place. Donc autant balader notre micro un peu partout et pouvoir les enregistrer quelques minutes avec chacun. Ça serait pas mal de faire un petit topo des nouveautés qui vont être discutées à ce moment-là. Et moi, je fais un petit retour d'expérience pendant une présentation sur les Centennial, là. Tu sais, le bridge, voilà, des applications comme ça. Je ne savais pas, c'est bien. Ouais. Voilà, on ira te voir. Voilà, le 4. Okay. C'est un level 200, tranquille. Ouais, non, parfait. Très bien, très bien. Et toujours dans les événements, je crois que c'est le 28 novembre, le DevD, l'événement qui aura lieu à Mons en Belgique.
Donc on est en train de terminer ça avec toi Christophe et la petite bande aussi des MVP belges. La possibilité donc d'avoir une série de speakers, on est en train de mettre ça en place et normalement d'ici quelques jours vous allez pouvoir vous connecter même pour déjà vous inscrire et de voir aussi l'ensemble des speakers qui sont déjà. On aura un bel événement, il y a pas mal de gens qui vont venir cette année-ci. Donc, pour les 5 ans, on espère pouvoir avoir une guest star qui va pouvoir venir également nous rejoindre. Ça, c'est tout ça. T'es là déjà, donc je comprends pas. Oui, voilà, c'est ça, toi aussi. Hein. Ça sera pas suffisant, je pense, nous deux, pour faire venir les gens. Il faudra d'autres personnes aussi. Mais on en saura plus. Dès qu'on en sait plus, on vous tiendra au courant, évidemment. Très bien. Ben voilà, merci Christophe. S'il n'y a pas d'autres points à rajouter, je propose de s'arrêter ici. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses. Et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouvel enregistrement et des nouvelles actualités également dans toutes ces technologies .NET. Salut, merci. Salut.